manière suivante. Moi, je fais un cadrage qui est uniquement un cadrage conceptuel. Uniquement, c'est modeste, mais en même temps, c'est pour définir les idées qui sont en jeu. Hein, donc moi, je ne vais pas répondre à vos problèmes de discipline et de dialogue, je vais vous définir ce que c'est que la discipline, ce que c'est que le dialogue et les questions que ça pose. Et puis ensuite, donc ma présentation sera relativement courte, j'espère, après cette introduction. Et puis ensuite, Sébastien Clair, lui, va vous présenter la même approche, mais à partir de son expérience de terrain. Alors, il se trouve que nous avons rencontré Sébastien Clair un peu par hasard, mais c'est notre boulot aussi à l'Université de tous les savoirs, c'est de détecter les talents, hein, je dirais. C'est-à-dire que on a eu pas mal de collaborations avec l'Académie de Créteil, qui vous savez est quand même assez innovante. Et il se trouve que l'Académie de Créteil avait repéré Sébastien Clair et lui avait demandé de faire des interventions déjà dans un certain nombre de lieux d'enseignement sur la tenue de classe et la pratique de terrain. Hein. Alors nous ne sommes pas des inspecteurs, hein, nous ne sommes pas des bureaucrates, nous ne sommes pas on ne fait pas de l'argent, hein, je veux dire avec ça, on n'est pas un cabinet de conseil non plus. Ça rentre, je dirais, dans une attitude, je dirais, de militantisme, mais de militantisme pédagogique et de même que nous avons diffusé le savoir et nous continuons à le diffuser, nous le diffusons aux lycéens pour créer des motivations et créer des vocations. Bon, ben, si les profs nous demandent quelque chose, alors si après la séance vous en voulez vraiment plus, bon, ben, ça sera, on en tirera les conséquences, c'est-à-dire, bon, ça les intéresse pas. On a déjà d'autres établissements qui nous ont demandé des initiatives de ce genre. Donc on affine cette approche. Alors il y a deux parties, on vous a prévenu, il y a deux parties. Donc mon exposé, le cadrage conceptuel. Ensuite, je suis philosophe de formation, donc le cadrage conceptuel c'est mon boulot en quelque sorte. Ensuite, Sébastien Clair sur la même approche à partir de l'expérience de terrain. Ensuite, un café, je crois qu'il est déca, hein, donc vous pouvez... il n'est pas celui-là, ah bon. Bon, alors un café pour que vous ne soyez pas trop excités, je pensais que c'était disait déca, pour que vous puissiez dormir ce soir. Et puis, vous allez échanger avec nous, c'est-à-dire vous allez nous dire ce qu'il en est, quelle est votre expérience, les questions que ça vous pose, si on peut y répondre, hein, parce que c'est pas sûr qu'on puisse y répondre. Alors ça vous le ferez, je dirais comme vous l'entendez, c'est soit directement spontanément, soit si vous voulez avoir un quart d'heure pour vous concerter entre vous, hein, il nous est arrivé de faire ça aussi avec des méthodes de petits groupes, c'est à voir, hein, on expérimente, moi mon credo c'est toujours d'expérimenter, hein, et de corriger et de voir comment on navigue dans tout ça. Voilà. Donc je commence moi ma propre approche, je vais dire, et je vais vous définir pardon, c'est pas le même endroit. Notion de discipline, notion de dialogue. Alors, moi je vous donne des définitions. On vous laissera le PowerPoint, et de toute manière, le PowerPoint, il est à disposition, c'est pour ça qu'on filme, sur notre site université de tous les savoirs.fr, hein, www.utls.fr, dans la sous-section Université de tous les savoirs au lycée, et la sous-section peut-être maintenant de ce que nous faisons en direction des professeurs. Alors, moi je définis un certain nombre de notions. Une discipline, de manière générale, je ne parle pas des disciplines au sens des programmes, une discipline, c'est une mise en ordre des comportements à des fins d'organisation, et je dirais d'organisation collective. La discipline, c'est ce qui sert à organiser un comportement collectif. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on parle quelquefois de discipline individuelle quand les gens se disent il faut que j'ai plus de discipline dans ma vie, il faut que j'ai une discipline morale, il faut que je me discipline. Mais en règle générale, quand on parle d'une discipline individuelle, c'est en référence, c'est ce que j'ai mis dans le nota bene, c'est en référence à des règles collectives. Parce que quelqu'un qui se donne des disciplines, une discipline à lui tout seul, avec des règles pour lui tout seul, il a toute chance d'être pris pour quelqu'un qui a des TOC, vous savez, des troubles obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire quelqu'un qui est un petit peu dérangé et qui se donne des disciplines à lui. Hein. Quelqu'un qui se donne comme discipline, j'ai eu un étudiant comme ça, de se laver les mains toutes les 45 minutes, il est un peu dérangé. Hein. C'est-à-dire, il y a eu un étudiant comme ça, c'était drôle, il sortait de cours pour aller se laver les mains, et puis il revenait et reprenait les notes absolument à l'endroit où il s'était arrêté. Et j'ai toujours eu envie de lui piquer ses cahiers pour voir à quoi ressemblaient mes cours.
avec des coupures toutes les 45 minutes de 10 minutes. Bon, alors, mise en ordre de comportement à des fins d'organisation collective. Alors les exemples, ben, vous avez la discipline militaire, bien sûr, la discipline militaire de manière à ce que, si vous voulez, ce qu'on appelle la mise en condition des militaires, c'est lorsque dans des situations dangereuses, des situations de combat, ils répondent absolument de manière coordonnée, mécanique, indépendamment de la panique, de la colère, de la douleur, etc. C'est-à-dire que l'action collective soit opérante et fonctionnelle. Mais vous avez d'autres sortes de disciplines. La discipline comptable, c'est-à-dire pour un comptable, et ça vous devez ici mieux savoir que moi, la discipline comptable, c'est de savoir affecter les postes de dépenses et de recettes là où ils doivent être affectés, hein, conformément à la manière dont, et ça a une vision d'action collective. Puis vous avez la discipline conventuelle. Bon, maintenant il n'y a plus beaucoup de documents, mais la discipline conventuelle, c'est la règle générale qui est suivie aussi bien par un ordre religieux qu'à l'intérieur d'un couvent particulier. Et puis être un conducteur discipliné, c'est quelqu'un qui respecte la discipline du code de la route, et la discipline du code de la route, c'est mise en ordre des comportements à des fins d'organisation, le plus souvent collective, et qu'à voir quand un feu rouge ne marche pas et qu'il y a un effondrement de la discipline, ce qui se passe. Alors comment on inculque de la discipline? Eh bien, c'est une continuité, hein, je les ai marqués là. Il y a ce qu'on appelle en général le dressage. Bon, en français, ça a mauvaise presse, le dressage, mais en anglais, c'est drilling. Hein. Drilling, disons, l'accoutumance de l'habitude, hein, le drilling des militaires, par exemple. On forme des habitudes et des réflexes par la répétition. Hein, ça ne veut pas dire qu'on a un fouet, etc., mais on forme une discipline, des habitudes et des réflexes par la répétition. Un bon exemple aujourd'hui de dressage, c'est l'entraînement sportif. L'entraînement sportif, c'est véritablement à tous les niveaux, hein, un niveau intermédiaire comme à un niveau supérieur. L'entraînement sportif, c'est apprendre les bons mouvements strictement par la répétition, avec des corrections. Alors aujourd'hui, grâce à la vidéo, grâce aux mesures, vous savez que le sport est devenu véritablement une science, mais c'est quand même une forme de dressage. Hein, je veux dire, on vous fait répéter le geste jusqu'à ce qu'il soit absolument parfait. Ensuite, vous avez un degré plus élaboré, qui est en général le nôtre, c'est la formation réfléchie d'habitude. Donc c'est la discipline, par exemple, éducative, la discipline scolaire, qui est à la fois imposée, hein, on ne dit pas aux gens c'est au choix, normalement, mais qui doit être expliquée, c'est-à-dire on leur dit à quoi ça sert, il faut que tu apprennes à prendre de bonnes habitudes. Donc là, c'est une dimension réflexive. Mais vous avez une dimension encore supérieure, c'est le troisième point, c'est lorsque vous faites intervenir des études extrêmement précises de l'apprentissage, vous réfléchissez sur les besoins avec apprentissage, formation des automatismes, correction des procédures, hein, quelles sont les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes qui sont prises, et du coup vous dégagez la notion de bonne pratique, et là c'est un niveau supérieur d'élaboration. Il y a des domaines où c'est extrêmement important aujourd'hui, notamment par exemple, j'ai pris l'exemple des pilotes de ligne. Les pilotes de ligne, c'est des formations d'automatisme, mais on s'aperçoit que quand on forme des automatismes qui sont purement aveugles, eh bien les gens se laissent prendre aux automatismes, prennent trop de confiance en eux et ils n'ont plus l'habitude. Vous avez peut-être vu dans les journaux la querelle qu'il peut y avoir entre les pilotes d'Air France et la direction des vols. Quand on est trop dans les apprentissages et qu'on ne les corrige pas, notamment dans leur fonctionnement, il vient un moment de trop grande confiance où c'est contre-productif. Autrement dit, ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que toute discipline n'est pas apprise stupidement, ni automatiquement par des gens totalement bornés. Hein, le modèle, si vous voulez, de la discipline militaire d'antan, où on demande aux gens d'apprendre par cœur un certain nombre de choses et d'avoir des réflexes conditionnés, c'est quand même plus tout à fait le cas, surtout qu'on enseigne de plus en plus, si vous voulez, pratiquement dans tous les métiers, sur la manière dont les gens réagissent en fonction des habitudes qu'ils ont prises. Hein. Je veux dire, il y a des savoirs de l'ergonomie, il y a des savoirs des procédures de travail qui sont très élaborées. Et bien, une discipline, c'est ce qui s'apprend à travers ces répétitions. Alors, les fonctions, je vais très vite là-dessus, les fonctions de la discipline sont assez évidentes, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'une discipline, ça sert à organiser l'action. L'action, son suivi et son évaluation. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est coordonner, premier point, coordonner des participations,
et des interactions, et donc planifier à l'avance la synergie. Donc c'est une organisation qui est en amont. On apprend à la discipline de manière à planifier la synergie. Si vous voulez, on n'apprenait pas dans le temps aux gens à marcher au pas uniquement pour leur apprendre à marcher au pas. On planifie à l'avance. Vous savez, dans la science militaire, je dirais par exemple jusqu'à l'époque de Napoléon, dans la science militaire jusqu'à Napoléon, apprendre à marcher au pas, c'est aussi apprendre au bloc de troupes à manœuvrer sur le champ de bataille au milieu de la mitraille. Donc c'est une planification de l'action en synergie. Nous avons vu ça qu'à travers les défilés, les parades, et ça paraît particulièrement idiot, mais au départ, l'apprentissage de l'action collective, c'est justement pour planifier l'action en amont. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, par exemple, on peut dire qu'un défilé comme le défilé du 14 juillet n'a aucun sens, parce qu'il ne planifie absolument pas des actions d'avance. Le combat n'est plus un défilé. Mais c'est vrai qu'au temps de Napoléon, si vous lisez les récits littéraires ou les récits militaires, au temps de Napoléon, une troupe manœuvre au pas, et elle tourne, elle fait des quarts de tour, et elle s'agenouille en même temps, etc., etc. Bon, deuxièmement, l'organisation du déroulement de l'action, pour éviter les contretemps, les contre-rythmes et les dissymétries, quand tout le monde s'y met à la fois là où il ne faudrait pas, quand les gens s'engagent là où il ne faudrait pas, quand ils sont à contretemps. Je veux dire, c'est un des aspects humains, des conduites humaines les plus intéressants à étudier dans toutes les sociétés. C'est la manière dont les hommes arrivent à organiser leurs actions entre eux. Ça va depuis les parades militaires jusqu'aux danses. Apprendre à danser ensemble, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'organisation des synergies d'action. Quelquefois, il ne faut pas qu'il y ait de synergie d'action. Je veux dire, dans le temps, maintenant c'est peut-être plus le cas, parce qu'il n'y a plus tellement de troupes qui marchent au pas dans les villes, mais dans le temps, on ne faisait jamais traverser un pont par une troupe marchant au pas. Parce que vous savez très bien que ça rentre en résonance avec les ondulations du pont, et si vous voulez tout casser, vous faites traverser votre passerelle par une troupe marchant au pas. Et là, c'est un cas typique où la synergie devient totalement négative. Et puis, le troisième point, c'est qu'effectivement, évaluer après coup l'action, une discipline n'est intéressante que si on en évalue les conséquences. Une discipline n'a pas de sens en soi. Si elle a des conséquences productives, c'est intéressant. Si elle a des conséquences contre-productives, ça peut être aussi tout à fait intéressant. Et de le voir et de le corriger. Et puis on peut aussi beaucoup améliorer la synergie dans ça. Alors maintenant, rapidement, la notion de dialogue. Je suis dans mes temps, parce que j'essaye de laisser le plus de temps possible aux praticiens, en quelque sorte. La notion de dialogue, tout à fait différente. On n'est plus là dans l'organisation de l'action collective, mais vous allez voir que ça va vous faire quand même donner à penser. Bon, étymologiquement, dialogue... c'est très, très simple, c'est dialogos, c'est un échange de paroles et un échange de raisons. Un échange de paroles et un échange de raisons. Le dialogue, il y a au moins deux personnes. En général, il vaut mieux qu'il y en ait trois, non seulement éventuellement un modérateur ou un témoin. C'est un échange de paroles et un échange de raisons. C'est les deux sens du mot logos, en grec ancien, qui veut dire à la fois parole et qui veut dire raison. Échange de paroles, échange d'arguments. Et ça donne notre sens courant, c'est un dialogue, c'est une confrontation pacifique, mais argumentée, c'est-à-dire que les gens ne se battent pas, en principe, ça peut finir mal, mais normalement, pendant que ça se déroule, ils ne doivent pas se battre. C'est une confrontation pacifique, mais argumentée, de point de vue, en vue d'aboutir à un accord raisonnable. C'est-à-dire qu'un dialogue pour rien, ça fait plaisir au début, mais ça sert à rien, et en fait, c'est pas un dialogue. Un dialogue, ça doit aboutir à un accord raisonnable, ou alors, éventuellement, à la constatation d'un désaccord. Quand vous dialoguez avec quelqu'un, vous pouvez très bien terminer le dialogue en disant « nous constatons que pour telle et telle raison bien fondée, c'est-à-dire chacun ayant ses raisons, nous ne sommes pas d'accord ». C'est la phrase anglaise des diplomates « nous sommes tombés d'accord pour ne pas être d'accord ». « We agree to disagree ». Nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord, mais au moins... Ça veut dire qu'on a... il m'est arrivé, j'ai dirigé un établissement public important dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de négociations avec le personnel, avec les syndicats, etc. C'est déjà une chose extrêmement importante d'établir les points de désaccord. Quand vous avez une confrontation frontale avec des gens et que vous arrivez à initier un dialogue et à identifier les points de désaccord, vous avez fait déjà un pas. Même si vous sortez de la réunion en disant, bon, la seule chose qu'on est d'accord maintenant, c'est pour constater qu'on est en divergence fondamentale sur tel et tel point. Alors, ça c'est le sens courant, confrontation pacifique mais argumentée, de point de vue, en vue d'aboutir à un accord raisonnable. Alors, le dialogue a des conditions.
je vous donnerai une ou deux illustrations récentes d'expériences que j'ai eues. Le dialogue a des conditions. Il y a une première auquel on ne fait pas attention, mais qui dans nos sociétés est de plus en plus importante, c'est qu'il faut que les interlocuteurs sachent utiliser le langage. Il faut qu'ils sachent parler. Si vous avez si vous dialoguez avec quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous dites ou qui comprend autre chose, les conditions élémentaires du dialogue ne sont pas remplies. Hein. Et là, je pense que c'est quelque chose que vous devez avoir tout le temps en expérience vous-même. Hein. Donc ça veut dire que si vous voulez rentrer dans le dialogue avec un certain nombre de personnes, il faut faire l'effort de trouver ce langage commun et ce langage élémentaire. Hein. Quelquefois, d'ailleurs, ça peut être tout simplement essayer de faire rentrer quelqu'un dans un dialogue. Hein, je veux dire, de le rendre, que ça soit suffisamment énigmatique pour lui pour qu'il ait envie d'essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais condition fondamentale d'un dialogue, c'est que d'abord on sache utiliser le langage. On ne doit jamais présupposer dans un dialogue que la personne en face connaît les mots. Hein, je veux dire, il faut toujours penser à cet obstacle liminaire. Ensuite, il faut qu'on partage un certain nombre de valeurs. Pas beaucoup forcément, hein, mais il y en a une qui doit être absolument fondamentale, c'est on refuse la violence. Hein, on refuse la violence, on refuse la contrainte. Si vous entrez dans un dialogue, c'est pas pour dire aux gens tu vas finalement être d'accord avec moi quoi qu'il arrive. Donc on refuse la violence et on refuse la contrainte. On refuse aussi, ça c'est très important, on refuse la tromperie. Hein, le dialogue, c'est pas un truc de camelot pour avoir l'adversaire. Hein, je veux dire, avoir l'adversaire dans un discours, par exemple dans le discours d'avocat, disons avoir la partie adverse à travers les juges, ça c'est pas un dialogue. Ça c'est des trucs d'avocat, c'est de la rhétorique d'avocat, c'est des stratégies qu'on appelle héristiques. Des stratégies de combat, mais c'est pas du dialogue. Hein. Quand vous êtes devant la justice, vous ne dialoguez pas avec vos adversaires. Vous échangez des arguments, et au lieu de vous échanger des arguments à coups de massue, comme normalement au temps des cavernes, vous les utilisez à travers les avocats. Mais c'est pas un dialogue. Hein. Les avocats ne dialoguent jamais. Et ils essayent de se faire des roublardises. Bon, donc dans un dialogue, vous acceptez le refus de la violence, le refus de la tromperie. Véracité, c'est-à-dire ne pas mentir, c'est différent, c'est-à-dire dire ce que vous voulez dire. Donc vous devez avoir un devoir, je dirais, de véracité dans le dialogue, y compris d'ailleurs en disant des choses qui sont désagréables. C'est-à-dire, voilà mon point de vue, c'est celui-là, et je ne dissimule rien sur mon point de vue. Parce que effectivement, sinon vous entrez dans un système de faux semblants et de croyances complètement illusoires, et vous pouvez engendrer. Souvent, il y a des gens qui sortent d'une négociation en disant, en fait, la partie adverse ne voulait pas négocier du tout. Elle nous a trompés, elle nous a amusés, elle nous a baladés. Il y a une recherche de vérité. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera. Dans les fameux dialogues philosophiques de Platon, on n'arrive pas à la vérité. Hein. On appelle ça des dialogues aporétiques, on constate qu'on n'a pas trouvé à la fin. Hein, on essaye de définir le courage, puis on n'y arrive pas. On essaye de définir la piété, puis on n'y arrive pas. Hein, on essaye de définir la beauté, puis on n'y arrive pas. Mais au moins, on a avancé. On a vu d'abord toutes les manières qui n'allaient pas. Hein. Donc, recherche de la vérité, et puis enfin, recherche d'accord. Alors, les difficultés, je m'achemine vers la fin, rassurez-vous, hein, c'est bientôt cadré. Les difficultés du dialogue, donc on les a notées. J'ai mis à gauche la difficulté, à droite l'explicitation. Savoir utiliser le langage. On a le problème des déficits langagiers, qui est aujourd'hui un problème considérable. Il faut quand même penser à type de langue qu'utilisent les gens. Moi, j'utilise pas le mot respect, compte tenu de ma appartenance et ma tradition philosophique, dans le même sens que les jeunes d'aujourd'hui utilisent le terme respect. Pour moi, le mot respect a une profondeur et une épaisseur philosophique qui fait que je dois manier mon terme avec précaution, parce que si on discute tous les deux de respect, il y a des chances qu'il y ait un malentendu qui se crée d'entrée de jeu. Bon, partage d'un certain nombre de valeurs, eh bien effectivement, l'obstacle, c'est la violence ou l'échange héristique, ce que j'appelle, je vous en ai parlé, héristique, héris, ça veut dire la discorde en grec. Hein. Le dialogue héristique, c'est un faux dialogue, le combat de coq, si vous voulez, ou alors on utilise le dialogue pour gagner du temps, pour épuiser l'adversaire, pour l'user, pour le tromper, etc. La difficulté à gauche, c'est la véracité, ne pas mentir. Vous pouvez être de mauvaise foi. Hein. L'adversaire peut être de mauvaise foi, mais vous aussi, vous pouvez être de mauvaise foi dans un dialogue.
et vous devez faire attention à ça. La recherche de la vérité, le problème c'est quand il y a un refus de la vérité. Alors ça c'est une question qui est très intéressante parce qu'on refuse pas la vérité comme ça. On a toujours des raisons de refuser la vérité, ne serait-ce que parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qui sont extrêmement désagréables, qui sont douloureuses, le refus de la vérité. Et très souvent, il y a des interactions, des dialogues qui échouent parce que il y a une partie qui, pour des raisons parfaitement honorables, ne veut pas voir la vérité, ne veut pas voir parce qu'elle est trop douloureuse ou elle met en cause même leur existence même, leur conviction profonde, et donc il y a un devoir de recherche, de clarté par rapport à soi. Hein. Qu'est-ce que je veux quand je veux la vérité, et qu'est-ce que je veux quand je me dérobe en face de la vérité. Bon, et puis la recherche d'accord, effectivement, elle peut buter sur le refus de l'accord. Alors pourquoi est-ce que les gens refusent l'accord? Quelles sont les raisons de la conflictualité? Il peut y avoir des raisons de la conflictualité qui sont des raisons honorables et très profondes, c'est-à-dire je n'adhère pas du tout aux mêmes valeurs que vous et donc je ne veux pas me mettre d'accord avec vous. Nous ne sommes pas d'accord profondément, nous ne sommes pas d'accord, et c'est deux visions du monde, deux formes d'existence qui s'opposent. Mais quelquefois, dans la conflictualité, vous avez d'autres choses. Vous avez tout simplement que je veux garder ma prestance, je veux garder ma position, je veux garder l'image que j'ai de moi. Donc vous avez toute une manière je dirais, de fausse conflictualité d'une certaine manière. À ce moment-là, l'art du dialogue consiste à tourner ces difficultés. Bon. Je termine là-dessus, c'est ma dernière diapositive, sur dialogue et discipline. Eh bien, une des choses que moi j'ai donné des cours d'initiation à la philosophie à des collégiens pendant plusieurs années, à des 5e, 4e, 3e, à des enfants entre 12 et 14 ans. Et pour eux, la discipline, ça voulait rien dire, c'était nouveau. J'en prenais 14, 15 à la fois, une table ovale, et on dialoguait. C'était du vrai dialogue philosophique, à la manière de Platon, si vous voulez. Et je traduis là dans la partie gauche cette anecdote, il y a une nécessité vraiment paradoxale d'inculquer une discipline du dialogue. On ne peut pas rentrer dans le dialogue comme ça, à partir de ce que je l'ai dit, il y a une discipline. C'est-à-dire qu'il faut imposer, d'une certaine manière, les cadres. Donc moi, la première chose que je faisais avec les gamins, c'était leur dire, c'est un rituel. C'est-à-dire qu'on va passer 2 heures ensemble, on traitait 2 questions, on va passer 2 heures ensemble, et on va suivre l'organisation de la procédure, du rituel. C'est-à-dire, c'est une autre forme de classe, et donc il faut que vous preniez ça comme une période de temps dans laquelle il y a une organisation bien précise, il y a une vraie discipline. Il faut des exercices. Je crois que ça serait une chose qui est faisable dans l'éducation, peut-être avant le lycée, elle devrait être faite, c'est exercer les gens au dialogue et donner une formation au dialogue. Donc ça, c'est bien penser l'espace du dialogue. Par exemple, ce que j'avais du mal à leur faire comprendre, mais que je leur faisais comprendre tout de suite, j'ai imposé là, c'était que chacun devait pouvoir parler. Donc les grandes gueules, elles parlaient, mais elles n'avaient pas plus le droit à la parole que les timides. Et je forçais les timides à parler. La parole tout le monde devait pouvoir parler. Et une des choses, vous savez, avec les jeunes, avec les collégiens, c'était encore plus net, très souvent les gens ne parlent pas parce qu'ils ont peur de dire une chose ridicule. Et j'avais à leur apprendre que dire une chose ridicule dans un dialogue, c'est très intéressant, parce que ça fait rebondir le problème, ça le redirige. On identifie aussi le fait que les gens comprennent pas le sens des mots. On identifie ce qu'ils ne comprenaient pas quelquefois. Donc je mettais en place, si vous voulez, au tout début de chaque séance, une vraie discipline du dialogue. Et une fois que les gens avaient compris les règles du jeu, il y a des règles du jeu du dialogue, à ce moment-là, effectivement, la séance pouvait se tenir, et en général, avec beaucoup, beaucoup de réussite. Deuxième chose que je dis, pour autant, il ne faut pas croire que tout se règle par le dialogue. Il y a des choses sur lesquelles on n'arrivera pas à s'entendre, il faut les identifier, et puis il y a aussi des sujets qui sont non discutables. C'est-à-dire, vous êtes prof, vous n'allez pas dialoguer sur votre autorité de prof. C'est-à-dire, ça vous pouvez le faire quand c'est 68 ou quand c'est la Révolution,
pendant les assemblées générales, vous pouvez discuter sur votre autorité de prof. Mais en classe, vous ne discutez pas sur votre autorité de prof. C'est le présupposé, même à la limite, de pouvoir avoir un dialogue. Donc il y a des sujets qui ne se discutent pas. Il y en a d'autres qui ne se discutent pas, tout simplement parce qu'ils sont anti-républicains, parce qu'ils sont... mais il faut savoir indiquer quels sont les domaines dans lesquels on acceptera le dialogue ou on n'acceptera pas le dialogue. Bon, donc avoir une pratique bien précise de l'espace circonscrit du dialogue dans la situation pédagogique, et puis, c'est le dernier point, et je m'arrête là-dessus, c'est mesurer les usages du dialogue. À quoi ça sert? Parce que, alors bon, si les philosophes qui sont un peu spiritualistes et un petit peu et très généreux disent le dialogue, ça sert à aimer autrui, à rencontrer autrui, etc. Moi, je veux bien, mais ça me suffit pas. En fait, c'est beaucoup plus précis, ça va dans le même sens, mais c'est beaucoup plus précis socialement. Le dialogue a une fonction civique dans un monde démocratique, le fonctionnement c'est-à-dire l'apprentissage de la coexistence. C'est pas moi tout seul, moi et mon avis, ou moi et la télé, ou moi et ce que j'ai lu sur Internet. C'est plusieurs avis qui se confrontent et qui doivent s'entrechoquer et éventuellement se normer entre eux et se mesurer entre eux. Donc apprentissage de la coexistence, règlement non violent des conflits. Tous les conflits ne peuvent pas se régler par le dialogue. Il y en a qui ne peuvent se régler que par la violence. Je ne suis pas du tout un enfant de cœur là-dessus. Mais il y a des conflits qui peuvent se régler par le dialogue. Là encore une fois, il faut du doigté pour discerner ceux qui doivent absolument se régler par le dialogue et puis ceux qui de toute manière nécessiteront une épreuve de force. Il y a des moments où vous ne vous déroberez pas à la sanction, à l'épreuve de force et à l'imposition de l'autorité. Mais il faut, en revanche, il ne faut pas laisser passer l'occasion de régler une question par le dialogue quand elle peut l'être. Et puis, je dirais que ça débouche sur un exercice de la citoyenneté et un exercice civique. C'est-à-dire, au fond, une société démocratique, et ça tous les penseurs l'ont dit depuis le début, c'est une société où les citoyens discutent entre eux et entrechoquent leurs opinions. Alors ça, quelquefois, c'est peut être de la cacophonie, mais l'art de la politique, l'art de l'organisation politique, c'est de mettre en place des systèmes de dialogue politique qui ne soient pas chaotiques, qui ne soient pas biaisés, qui ne soient pas manipulés. Bon, on en est loin, mais en même temps, on y arrive aussi parfois. Voilà, donc j'ai terminé, moi, mon cadrage, et je laisse la place à tout le monde. Je suis Sébastien Clerc, je suis professeur de français, d'histoire-géographie dans un lycée professionnel au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis depuis maintenant près de 10 ans. L'année dernière, j'ai fait éditer un livre dans lequel j'ai raconté notamment comme mes premières années ont été très difficiles puisque bon, j'ai été bousculé, chahuté, on m'a craché dessus, baptisé au stylo à encre par le fait où, comme chacun sait, dans notre pays, on organise la rencontre entre les enseignants les plus débutants, les moins expérimentés, et les publics les plus remuants. J'ai voulu dans ce livre également suggérer un certain nombre de pistes de solutions, parmi lesquelles ce qui m'apparaissait particulièrement important, c'était une formation de tenue de classe pour les enseignants débutants, c'est-à-dire que des collègues expérimentés viennent partager leur savoir avec les enseignants débutants sur concrètement comment capter l'attention des élèves, comment conserver l'attention des élèves, comment gérer un début de bavardage, comment faire quand un élève est insolent, comment instaurer un rapport chaleureux avec les élèves, où se positionner dans la salle de classe, comment sanctionner en évitant les maladresses quand un élève a franchi une ligne blanche, etc. Il se trouve que cette proposition a intéressé M. Blanquer, le recteur de l'Académie de Créteil, et qu'il m'a demandé de mettre en place une journée de formation tenue de classe auprès de collègues néotitulaires volontaires l'année dernière. Cette formation a été très bien reçue par les collègues et du coup M. Blanquer m'a demandé donc cette année de travailler à une généralisation du dispositif, c'est-à-dire que tous les enseignants néotitulaires de l'Académie de Créteil doivent avoir droit à une journée de formation tenue de classe donc en début d'année, et nous avons travaillé pour cela à la formation de formateurs de manière à étendre le dispositif. Alors, quand on parle de tenue de classe, puisque là je vais aborder donc le thème que vous avez choisi sur dialogue et discipline à travers la tenue de classe, donc le concret de la classe, il y a des abcès à percer, deux abcès qu'il est important à percer.
J'ajouterais déjà que j'ai l'habitude d'intervenir avec des enseignants qui sont débutants. Là, nous avons certainement la même ancienneté, voire vous avez un peu plus d'expérience que moi. Donc le but d'une journée comme aujourd'hui, d'une après-midi comme aujourd'hui, c'est naturellement d'échanger. Hein. C'est pas de la transmission comme ce que j'ai l'habitude de faire. Les deux aspects qui sont aperçus quand on parle de tenue de classe, c'est tout d'abord, oui, il n'y a pas de recette miracle. Ça, il faut l'admettre. Hein. C'est-à-dire que cette année encore, j'ai eu droit à des chahuts. Pas plus tard qu'il y a 4 semaines, les élèves ont malheureusement coupé dans beaucoup de nos salles les rubans qui permettent de lever les volets. Et en début d'heure, un élève a éteint la lumière, ce qui fait qu'on a eu droit à une obscurité totale. Un chahut monumental. Alors bon, je me suis jeté sur un ruban pour l'enrouler bon an mal an, essayer d'apporter un peu de lumière dans la pièce. 2 élèves avaient commencé à se battre, des gaillards de 17 ans, donc il a fallu les séparer. Et quand un début de cours a été aussi chaotique, et ben on rame vraiment pour rétablir des conditions de transmission des savoirs correctes. Et en l'occurrence, je n'y suis pas parvenu, donc j'ai eu du chahut. Pour autant, naturellement, il y a un certain nombre de techniques qui facilitent la tâche et qui font que, globalement, aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux que quand j'ai débuté et je prends beaucoup de plaisir dans mon métier. Le deuxième abcès qui est à percer quand on parle de tenue de classe, c'est oui, tous les conseils qu'on peut donner en matière de technique, de tenue de classe, sont complètement à trier et à relativiser selon notre tempérament d'enseignant, selon le type de classe avec lesquelles nous travaillons et selon la culture d'établissement. Pour autant, est-ce qu'il faudrait s'interdire d'échanger sur nos pratiques? Je ne le crois pas et encore une fois, je me réjouis de la possibilité que nous avons aujourd'hui d'échanger sur ce sujet. Donc, dialogue et discipline, pour aborder ce thème, j'ai proposé de diviser en 3 petites parties. Tout d'abord, le plus important, c'est-à-dire le cours en lui-même comme cours dialogué, puisqu'on sait que, évidemment, il faut fuir avec les classes les plus difficiles le cours magistral, mais le cours dialogué nécessite une certaine rigueur pour être mené. Donc, comment bien échanger avec les élèves, c'est le plus important, naturellement. Pour se donner plus de chances de tenir sa classe, le plus important, c'est toute la réflexion purement pédagogique, c'est-à-dire le cours en lui-même. Ensuite, comment favoriser la discipline par un dialogue chaleureux et une parole ferme, tout ce qui est prévention en matière d'indiscipline. Et puis en 3e point, parce que même quand on a fait très attention à respecter un certain nombre de conseils qu'on peut donner, il arrive avec les classes les plus difficiles que des élèves transgressent des lignes blanches d'une manière grave, donc il faut sanctionner. Et là, en fait, en préparant ce petit exposé, il m'est apparu qu'il est très important de concevoir la sanction comme étant encore du dialogue avec l'élève. C'est-à-dire la sanction ne saurait être un point final, elle s'inscrit dans un dialogue. C'est ce qu'on verra donc en 3e point. Tout d'abord donc le cours dialogué, la construction du cours en lui-même. Je l'ai dit, l'instant le plus important pour qu'un cours se passe bien, c'est le début du cours. C'est véritablement l'instant le plus stratégique. Alors après, bon, chacun sa réflexion pour que le début du cours soit dynamique et intéressant et pour initier le plus rapidement possible le dialogue. Ce que j'essaie de faire dans mes cours, c'est de démarrer avec un document le plus percutant possible, que j'appelle un document cheval de Troie, qui va servir à capter l'attention des élèves et qui va provoquer le dialogue pédagogique avec les élèves sur le sujet que j'ai prévu. Alors en histoire-géographie, le plus souvent je démarre par une image en couleur ou une photographie. Alors bon, nous ne sommes pas suffisamment équipés en vidéoprojecteur dans mon établissement, donc je me sers du rétroprojecteur et de photographies sur transparent, et je me sers de mon imprimante à la maison, même si ça utilise de l'encre, mais bon, on a rien sans rien. Alors juste un exemple sur un cours sur l'agriculture. Eh bien, je peux le démarrer avec cette photographie d'un agriculteur qui utilise l'avion pour jeter des pesticides sur son champ, de manière à, exciter un peu la curiosité intellectuelle des élèves. Les élèves sont habitués à une procédure de début de cours, c'est-à-dire qu'ils posent des questions, ils font des remarques par rapport au document. Donc, je provoque rapidement le dialogue pédagogique tout en ayant bien cadré le sujet. L'un des conseils qu'on m'avait donné auparavant, c'était en début de cours
d'annoncer aux élèves mon plan, ma problématique, les objectifs de mon cours. Si je fais ça, je perds toute la classe, hein. Donc je préfère démarrer rapidement avec un document percutant et puis provoquer le dialogue pédagogique. Alors, quand on est en train de faire une séance où il y a de la participation orale, où il y a beaucoup de participation orale avec les élèves, se pose la question d'éviter la participation anarchique. Et comment faire respecter la fameuse règle de la main levée, sachant que, je ne sais pas si vous l'avez observé comme moi, mais quand on dit levez la main, souvent on se fait plaisir parce que les élèves, quand ils pensent avoir la bonne réponse, ils sont tellement contents d'éventuellement se faire valoriser par l'enseignant qu'ils balancent la bonne réponse sans avoir eu le réflexe auparavant de lever la main. Le plus efficace avec les adolescents, ça n'est pas forcément de verbaliser la consigne, c'est de leur montrer l'utilité concrète, c'est-à-dire de faire une priorité absolue aux personnes qui lèvent la main. Je répète régulièrement dans ces séances où on participe beaucoup à l'oral, je n'entends que ceux qui lèvent la main ou bien priorité aux personnes qui lèvent la main. Je vous donne un exemple. Un élève braille la bonne réponse au premier rang, je pose une main écran devant lui comme pour l'arrêter et je tends mon autre main vers Kadiatou qui, elle, lève la main. Si Kadiatou se contente de répéter la bonne réponse qui a déjà été dite, c'est Kadiatou que je valorise. J'ai bien précisé, je n'entends que ceux qui lèvent la main. Si on fait comme ça à chaque instant de participation orale, les élèves font plus attention, ils savent que s'ils veulent être valorisés par l'enseignant, eh bien ça passe par le fait de respecter la règle de la participation orale. Ils savent qu'en plus l'enseignant va faire une priorité absolue pour aider l'élève à parler seul à l'instant où on l'interroge parce qu'elle a levé la main. Alors, la rigueur de ce dialogue, c'est aussi éviter ce qu'on peut appeler l'écueil entre les murs. Moi, j'ai trouvé que le livre de François Bégodeau et le film étaient intéressants en ceci qu'ils montrent bien un certain nombre d'écueils dans lesquels on peut avoir tendance à tomber quand on est un enseignant débutant. Et il me semble qu'il tombe dans cet écueil qui consiste à trop laisser le cours avancer en fonction des questions des élèves. Déjà, ça permet une espèce de zapping des connaissances, comme ça, où les élèves vont s'intéresser à une chose et puis à une autre. Moi, ça m'arrive de dire aux élèves, je ne suis pas une télé, hein, vous n'avez pas à zapper avec moi, avec les connaissances, en passant d'un sujet à l'autre. Je crois que, évidemment, si une question est directement en rapport avec le cours du jour, il s'agit de rebondir dessus et bien sûr de s'en servir pour continuer le cours. Mais si une question est intéressante, mais qu'elle n'est pas directement en rapport avec le cours du jour, il faut savoir dire à un élève, votre question est intéressante, je vous propose qu'on en parle à la fin de l'heure. On a valorisé l'élève, mais les élèves seront reconnaissants s'ils sentent que leur enseignant a construit et prévu une route dans le cours. C'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas aller à gauche, à droite, suivant uniquement les intérêts des élèves. En plus, il y a ce piège avec les questions d'élèves qui est qu'une question d'un élève, ça correspond à la curiosité d'un élève. Ça ne correspond pas forcément à la curiosité du reste du groupe. Donc, attention à une certaine rigueur par rapport aux questions d'élèves. Un dernier point sur le grand 1, la construction du cours dialogué. Je passe bien sûr sur le fait qu'une grande partie de ce dialogue, entre guillemets, parce que c'est plus du dialogue, là ça devient de l'écrit, se fait par écrit, avec des questions par écrit sur document, mais là il y a encore de l'échange entre l'enseignant et les élèves. Mais un dernier point sur le cours vraiment dialogué, M. Michaud a parlé de l'importance du langage, c'est très vrai, je pense que puisque le langage, la rigueur du langage est très importante, les élèves reconnaissent un enseignant quand il s'exprime assez bien, ça fait partie des choses qu'ils attendent d'un enseignant. Puisque cette rigueur est très importante, je pense que nous pouvons nous appliquer à nous-mêmes un conseil que nous donnons souvent à nos élèves, qui est de lire régulièrement, même un quart d'heure par jour pour que ce ne soit pas trop prise de tête comme disent les élèves, mais de lire régulièrement, pas forcément Marcel Proust, mais des auteurs de style précis comme Gide ou Flaubert, parce que c'est en lisant régulièrement qu'on se met en tête des structures de phrases rigoureuses, et c'est ce qui permettra de rappeler à l'ordre un élève d'une manière carrée et efficace en 2 phrases, en le cassant un petit peu, comme ils aiment bien quand ils sentent que globalement nous les respectons. Maîtriser suffisamment le langage, ça permet surtout, bien entendu, d'un point de vue pédagogique, de mieux réexpliquer quand un élève n'a pas compris quelque chose. C'est quelque chose c'est une dimension très importante à travailler dans l'enseignement. J'en viens donc au deuxième point, favoriser la discipline par un dialogue chaleureux et une parole ferme. Tout d'abord, tout ce qui permet d'instaurer un rapport chaleureux avec les élèves. Alors, je ne citerai que 3 points.
c'est vrai qu'on est nombreux à savoir et à le faire, à saluer correctement ses élèves en début de cours. Mais la règle de politesse en France, ça n'est pas seulement de saluer, c'est aussi de poser la fameuse question « Comment ça va ?» Donc quand les élèves entrent, même s'il faut le répéter 10 fois parce qu'ils rentrent par petits groupes, « Bonjour, comment ça va Mélanie aujourd'hui ?» Notamment avec un élève avec lequel nous avons eu des difficultés la semaine précédente, ça a été un peu houleux. Comment ça va Michael aujourd'hui ? Les élèves sont surpris, disposés favorablement, et ils auront moins envie de conserver longtemps leur casquette sur la tête, puisqu'ils sentent qu'il y a un rapport de respect avec l'enseignant. Ils auront moins envie de se rebeller. Un autre exemple de ce qui permet un rapport chaleureux, c'est la fiche de présentation que nous donnons aux élèves en début d'année. Alors, plutôt que la traditionnelle question sur la profession des parents qui peut mettre à mal un certain nombre d'élèves, après les questions administratives impératives, notamment justement le numéro de téléphone de l'élève et des parents portable et fixe, de façon à pouvoir dialoguer plus facilement avec eux, j'en viens vraiment à des questions qui permettent de faire connaissance avec les élèves, c'est-à-dire musique préférée, matière préférée, sport préféré, film préféré, jeu préféré, vidéo ou autre, un livre qui vous a plu, autre goût, loisir, et puis bien sûr à la maison je surligne certaines remarques d'élèves et la séance d'après je leur pose des questions pour aller plus loin de manière à montrer que j'ai bien lu les fiches et de manière à faire véritablement connaissance avec eux. Un dernier conseil en matière de rapport chaleureux avec les élèves, ce sont toutes les activités que nous pouvons mener avec les élèves à côté des cours. Alors bon, à titre d'exemple, je suis passionné par le jeu d'échecs, très mauvais joueur, mais je suis très curieux de ce jeu, et j'ai créé un petit club d'échecs dans mon lycée. Un exemple de l'utilité de ce type d'activité, eh bien l'année dernière, je n'arrivais pas à démarrer un cours car il y avait des jeunes qui faisaient du bruit dans le couloir. J'ai commencé par leur demander sévèrement de descendre à la vie scolaire. Aucun effet, ils m'ont ri au nez. Nous sommes un établissement de 850 élèves. Pour retrouver un élève dans le trombinoscope du lycée, c'est très difficile. J'ai changé de stratégie, si je puis dire, et j'ai dit à l'un d'eux, écoutez, je vous propose de régler ça aux échecs à la récréation. J'ai embrayé en disant sérieusement, j'ai créé un petit club d'échecs, j'en profite pour en faire la promotion. Ceux qui veulent apprendre à jouer ou progresser, vous êtes les bienvenus. Ça se passe aux récréations dans le foyer des élèves tel jour. Et là, un élève a dit, moi je joue aux échecs avec mon grand frère. Et c'est lui qui a dit au groupe, wesh c'est bon, on descend. Il a senti en fait qu'il n'y avait pas en moi que le représentant de l'autorité, qu'il y avait aussi quelqu'un avec qui on peut échanger dans le respect, et du coup il n'avait plus envie de m'embêter. Attention particulièrement à tout ce que j'appelle les aimants à chahut, c'est-à-dire il y a des instants qui sont chahutogènes entre guillemets, notamment l'appel. Alors bon, le temps avance, donc on reverra peut-être en fonction de vos questions par la suite, mais en tout cas il faut avoir une réflexion particulière sur comment faire l'appel de manière à ne pas générer du chahut, surtout qu'on fait l'appel plutôt en début de séance. Autre élément chahutogène, j'en parlais tout à l'heure, c'est les questions d'élèves. Les questions d'élèves, le piège quand un élève a posé une question et qu'elle est en rapport avec le cours, donc là bien entendu on s'en sert d'un point de vue pédagogique, on répond à sa question, le piège c'est de regarder l'élève qui a posé la question, parce que lui ça correspondait à sa curiosité, il va avoir naturellement envie de suivre. C'est le reste du groupe qu'il faut regarder, tout en réinvestissant la question pour le reste du groupe, mais faire bien attention, quand il y a une question d'élève, à s'assurer que le reste du groupe est excité intellectuellement par rapport à cette question, de façon à pouvoir s'assurer qu'on ne perd pas la classe de vue. J'ai créé un petit cours de politesse dont je me sers en vie de classe et dont je me sers en éducation civique. Alors bon, si ça vous intéresse, vous pourrez faire une demande à l'adresse de l'Université de tous les savoirs et on vous le fera parvenir. Je pense que l'école n'a pas forcément à être neutre complètement, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qu'on doit savoir transmettre aussi, et je me suis aperçu qu'un certain nombre d'élèves ne maîtrisaient pas les règles de politesse, c'est-à-dire ne les connaissaient pas au départ, et c'est la première condition pour pouvoir être poli que de connaître les règles de politesse. Alors bon, un exemple, c'est sur cette question, par exemple, quand deux personnes se rencontrent,
Qui doit saluer l'autre en premier? Le premier qui voit l'autre, le plus jeune, le plus ancien, le plus petit? Bon, je mets toujours une réponse aberrante de façon à faire un peu sourire, mais je me suis aperçu que la majorité des élèves ne savent pas que la règle consiste à ce que c'est à la personne la plus jeune de dégainer, entre guillemets, en matière de salutation. Et après ce cours, il joue à me saluer d'une manière ostentatoire. Au passage, ce cours passe très bien. Il dure 2 heures et les élèves en sont vraiment demandeurs. Alors, juste sur la dernière question qui me semblait importante aussi, comment s'adresser à un policier? Monsieur l'agent, monsieur le représentant des forces de l'ordre, sale keuf. Bon, j'ai mis la dernière parce qu'évidemment, je voulais percer l'abcès. Je sais qu'un certain nombre d'élèves ont plutôt tendance à vouloir par provocation répondre par ce type d'expression. Mais c'est important, il me semble, pour aider à ce que ces instants où un policier demande à un de nos gamins ses papiers, eh bien, puisse se passer un peu mieux, que voilà, il sache quelle est l'expression qu'on utilise habituellement quand on s'adresse à un policier. Un petit point sur l'utilisation de la voix, avec la question faut-il élever la voix? Alors très honnêtement, avec une classe très difficile, ne jamais élever la voix, je ne sais pas faire. Si quelqu'un a le secret, je suis preneur, mais ne jamais élever la voix, je ne sais pas faire avec une classe très difficile. En revanche, 2 règles importantes. La première, c'est qu'évidemment, il faut que ce soit le plus rare possible, sinon on perd tout son crédit, ça ne sert plus à rien. Et la deuxième, c'est qu'il ne faut jamais paraître véritablement en colère. Parce que quand on est en colère, le message qu'on voudrait faire passer, c'est faites attention, vraiment, comportez-vous à carreau là maintenant. Et le message qui passe en réalité, c'est « je suis dépassé par vous ». C'est pour ça que souvent les élèves ne s'y trompent pas, et quand nous sommes en colère, ils ont tendance à sourire, voire à rire. Moi en plus, j'ai tendance à devenir tout rouge quand je suis en colère, donc ça n'aide pas non plus. Donc après avoir élevé la voix, on reprend le cours très calmement pour bien montrer qu'on n'est pas déstabilisé du tout, on a juste élevé la voix parce que on n'était plus entendu. Au passage, si on élève la voix, c'est plutôt pour rappeler à l'ordre par rapport au travail. On évite de dire silence. Déjà, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, il faut rendre positive la consigne. Vous avez du travail, ou bien écoutez-vous. Le but n'est pas le silence pour le silence. Alors, je sais que c'est à la marge du sujet, mais ça serait mentir que de ne pas en parler. Tout ce qui est communication non verbale joue beaucoup. Et là, il y a notamment la question qui est très mal vue, c'est une question qui est presque taboue, la question du charisme. Le charisme, ça n'est pas quelque chose comme un rayonnement magique qu'on a ou qu'on n'a pas depuis la naissance. Le charisme, ça s'apprend. Et ça s'apprend notamment par l'imitation de personnes qui ont un peu de charisme. C'est pour ça notamment que je recommande l'observation mutuelle entre enseignants. Déjà parce que observer 1 heure un collègue et puis 1 heure il nous observe, on en discute ensuite, ça aide bien à progresser. Mais ça aide aussi à découvrir de nouveaux gestes. Mais en tout cas, c'est incontestable que, je prends un exemple d'un collègue qui m'avait demandé si je pouvais l'observer pour qu'on discute ensemble de ses cours, et il avait des difficultés avec ses classes. Et j'ai remarqué qu'il avait l'habitude de faire cours en étant voûté, en s'appuyant sur le bureau et en regardant un peu de 3/4 ses élèves. Évidemment, on est beaucoup plus efficace. Alors là, la structure de la pièce fait que ça n'est pas possible pour moi, mais on est beaucoup plus efficace en se positionnant à hauteur des premières tables, le plus proche possible des élèves, en les regardant dans les yeux, y compris ceux qui sont le plus au fond, en bougeant légèrement les bras pour se donner plus d'amplitude. On donne davantage envie au groupe d'être en dialogue avec soi que si on est voûté un peu plus loin. Donc dans la manière de se tenir droit, de regarder, etc., c'est incontestable que cela joue. Au passage, juste un petit truc qui aide, parce que généralement on a placé les bavards le plus devant. Quand il y a 2 élèves qui sont en train de bavarder, il est assez utile simplement de poser sa main sur leur table tout en continuant de faire cours, parce que poser sa main sur la table, ça donne du contrôle en fait vis-à-vis des élèves, la table servant un peu d'objet intermédiaire entre le corps de l'élève et le corps de l'enseignant. Je vous invite à essayer, les élèves en général regardent la main de l'enseignant et ils se taisent, et puis ça permet d'économiser un peu sa salive.
sur l'économie de salive par rapport au et aussi pour éviter de sanctionner trop rapidement, parce que la sanction, après tout, c'est aussi du travail pour l'enseignant, hein, il faut l'organiser. Une technique que j'utilise et que mes élèves ont appelé l'encadré de la mort, c'est de mettre au tableau. C'est une collègue qui m'avait soufflé cette technique qui fonctionne assez bien. Quand j'ai rappelé à l'ordre un élève 2 fois, que je l'ai fait se déplacer, s'il continue de bavarder, donc je mets un encadré au tableau, rapport plus sanction. C'est-à-dire que si le prénom de l'élève est encore dans cet encadré à la sonnerie de fin de l'heure, c'est un rapport, plus une lettre de demande d'excuse, plus je téléphone aux parents et éventuellement je prends rendez-vous avec eux, plus une sanction. Hein. Voilà. Et en général, quand j'ai placé le prénom d'un élève dans cet encadré, les élèves savent que s'ils se taisent, au bout de 10 minutes, j'efface leur prénom. C'est à eux de faire la démarche de se taire pour que la sanction ne tombe pas. Si vous voulez, on inverse un peu les choses, ça nous permet de nous économiser la parole et de continuer le cours. Au passage, juste par rapport à cette technique, cette année, dans une de mes classes, il y a 2 élèves qui sont hyperactifs. Et l'une des 2 m'a dit, monsieur, elle m'aide bien votre technique quand vous avez mon nom au tableau, ça m'aide à faire attention. Ça aide véritablement à canaliser les élèves. Alors naturellement, il faut penser à les effacer au bout d'un certain temps s'ils se comportent assez bien. Un dernier point sur la prévention. Attention quand nous avons un différend avec un élève à la tentation qui consiste à faciliter les choses en disant vous sortez. Hein. Il faut avoir réfléchi à une procédure pour éviter d'en venir à une sanction grave trop rapidement. Donc un exemple, quand je demande à un élève de se déplacer et qu'il refuse de se déplacer, alors en général je fais la demande très calmement en disant s'il vous plaît, encore une fois pour me donner plus de chances que l'élève n'ait pas envie de se révolter et qu'il obéisse simplement parce qu'il sent du respect chez moi. Ensuite, je m'avance vers lui, je le regarde dans les yeux, je montre que je n'ai pas peur, que je ne doute pas qu'il va se déplacer. Alors ça, c'est important, c'est vrai qu'il y a du théâtre, qu'on le veuille ou non dans notre métier, mais il y a une façon de faire une demande à un adolescent notamment qui fait qu'il sent qu'il y a une marge de négociation. Et il y a une façon de faire une demande à un adolescent qui fait qu'il sent qu'il n'y a pas de marge de négociation. Hein. Donc dans la façon de demander, de le regarder, de se tenir, on lui fait comprendre ça. J'insiste sur ma politesse, j'ai dit s'il vous plaît, vous prenez vos affaires et vous vous déplacez, encore pour me donner plus de chances que l'élève n'ait pas envie de se révolter. Ce qui fonctionne assez bien aussi, c'est de jouer carte sur table avec l'élève. Comprenez que si je cède une fois, on me dira avec Michael, vous avez cédé, je ne peux pas me permettre de céder. Hein. Et je n'ai jamais cédé une seule fois dans ma carrière, c'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Hein. Ensuite, alors une petite phrase que je recommande et qui permet bien de placer rapidement ce qui s'appelle l'inégalité pédagogique. L'inégalité pédagogique, c'est cette notion très utile pour un enseignant qui est que si nous croisons nos élèves dans la rue, nous sommes égaux. Si nous allons en justice, nous sommes égaux, les personnes sont égales. Mais en situation de cours, il n'y a pas d'égalité entre un enseignant faisant cours et ses élèves. Hein. Si on explique les choses de manière trop compliquée avec les élèves, ils vont se révolter, ils détestent cette idée, mais il faut leur faire comprendre d'une manière très carrée. Hein. Alors oui, je vais essayer au niveau de l'affichage, de zoomer un petit peu si... Excusez-moi. Voilà, donc la phrase que je trouve qu'elle permet assez rapidement de recaler l'autorité de l'enseignant. Je suis professeur et vous êtes élève. Je vous ai fait une demande, vous avez juste à obéir. Hein. Je suis professeur et vous êtes élève. Cette réplique est assez utile. Et puis on en vient aux menaces. Hein. On en vient aux menaces. Alors la formule qui est assez pratique, c'est je ne voudrais pas en venir à. Et puis alors après il faut avoir un panel, hein, donc c'est rapport sur le bureau du proviseur, journée d'exclusion, travail supplémentaire, discussion avec les parents, baisse de la note de sérieux et je vais demander un avertissement pour refus d'obéissance à enseignant, ce qui me semble particulièrement grave. Hein. Ça m'est arrivé que 2 fois là cette année que un élève aille jusqu'au bout de la procédure. Je n'ai pas lâché, hein, je suis allé jusqu'à vraiment demander et j'ai obtenu une journée. Comme ça m'arrive assez rarement de demander une sanction assez grave, je les ai obtenus. Ensuite, voilà, la dernière étape, c'est d'écrire. Et parfois les élèves cèdent à l'instant où on écrit leur nom prénom sur la fiche incident.
Bien remercier après que l'élève s'est déplacé, parce que on conforte le comportement positif et on sait que parfois pour certains élèves ça leur en a coûté d'obéir. Très rapidement, donc quand la sanction est nécessaire, eh bien bon, comme malheureusement ça arrive régulièrement, on va dire notamment en début d'année dans mon établissement, de manière à me désangoisser par rapport au débordement d'élèves, j'ai un dossier discipline, voilà, que sur les heures les plus chaudes, comme disent les élèves, je l'ai posé sur mon bureau, toujours au même endroit, donc c'est très facile d'être réactif. Là-dedans, j'ai d'abord les billets d'exclusion, si jamais j'ai quand même à exclure après avoir épuisé toute la procédure. Les billets d'exclusion, je les ai déjà signés, j'ai déjà mis perturbation incessante du cours, je n'ai plus qu'à mettre un nom, prénom d'élève, donc ça me permet aussi d'être complètement désangoissé si jamais il y a un incident et qu'on va jusqu'au bout. Ensuite, j'ai les fiches incidents pour faire les rapports, et puis j'ai des exercices suivant le niveau de mes élèves pour pouvoir punir des élèves quel que soit leur niveau. Ça me permet, quand j'ai à exclure un élève, d'avoir toujours du travail sur moi. Et puis, c'est la punition que je mets le plus souvent, où je demande à un élève pour la fois suivante de me faire une lettre de demande d'excuse, plus un exercice plutôt facile. Le but, c'est que l'élève ait fait l'exercice. Et je lui explique que je ne l'accepterai pas en cours si ça n'est pas fait. Je me réserve toujours un sas, c'est-à-dire si la fois d'après il l'a pas fait, je lui dis vraiment c'est la dernière fois que je vous accepte, la prochaine fois je vous accepterai pas. Et là, le cas échéant, si c'est toujours pas le cas, franchement c'est rare, mais je préviens la vie scolaire que je peux être à même de refuser un élève pour cette raison. Bon, voilà. Dernier point, quand il y a une crise dans le cours et qu'on a été confronté à une insolence ou à une menace. Donc, la première priorité, c'est affirmer calmement que c'est grave et que ça donnera lieu à un rapport. On ne parle pas d'une sanction encore parce que justement, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. La deuxième priorité, justement, c'est temporiser, ralentir le débit de la parole, revenir au cours. La troisième priorité, ça c'est très important aussi, c'est mémoriser. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ceci que quand on a reçu une violence verbale, on a tendance à la refouler. Et parfois, on est obligé de mettre que l'élève a été très insolent, on se souvient pas exactement des mots. Or, pour être efficace dans le travail éducatif, il faut pouvoir mettre l'élève face aux mots précis que l'élève a utilisés. Donc, dès que les élèves sont au travail, je note sur mon carnet note-tout les mots précis de l'élève, c'est important. Et puis, bien sûr, traiter. Ça, c'est très important. Vraiment, la règle, c'est que c'est vrai, voir les parents, voir l'élève avec le CPE, demander une sanction au chef d'établissement, ça prend du temps, c'est vrai, mais au final, ça prend beaucoup moins d'énergie que si on ne traite pas les problèmes. Voilà, donc juste par rapport à l'importance qu'il y a à noter précisément les propos d'un élève qui a été insolent, l'année dernière, une élève qui m'avait dit « Vous êtes un bouffon, monsieur ». Donc très bien, j'avais pris mon dossier discipline et j'avais noté « Vous êtes un bouffon, monsieur ». Et là, l'élève commet l'erreur de me dire « Faites un rapport, vous pouvez en parler à mon père, je m'en bats les couilles ». Je ne ferme pas les guillemets, vous pouvez en parler à mon père, je m'en bats les couilles. Bon, évidemment, je ne me suis pas gêné. Le soir même, j'ai appelé le papa qui était très content d'apprendre que sa fille avait dit « Vous pouvez en parler à mon père, je m'en bats les couilles ». L'élève s'est comporté d'une manière exemplaire en français jusqu'à la fin de l'année. Je n'ai plus un seul souci avec elle et elle a bien progressé dans la matière. Un dernier point, cette fois, sur l'importance de traiter, c'est ma proviseure à l'époque qui m'avait fait une leçon, puisque une élève de la classe dont j'étais professeur principal s'était fait tabasser, mais vraiment arracher les cheveux par une camarade d'une autre classe assez forte. Et moi, j'étais monté sur mes grands chevaux à l'époque et j'avais réclamé vraiment le conseil de discipline immédiat pour l'élève qui avait été violente physiquement. Et la proviseure m'avait donné une leçon, elle m'avait d'abord calmé moi, je pense que c'était nécessaire, et elle a verbalisé aux élèves que c'était grave ce qui venait de passer, elle a expliqué qu'il y aurait des suites, mais elle leur a demandé d'écrire chacune de leur côté précisément ce qui s'était passé et pourquoi, etc. Et il s'est avéré, avec cette méthode, on a compris que avant la violence physique,
eh bien, l'élève de la classe dont j'étais professeur principal avait dit à sa camarade « Vu comme t'es grosse, t'es pas prête de te serrer un gars ». Ce qui correspondait à une violence également. Et on a pu faire le travail éducatif jusqu'au bout, c'est-à-dire que on a mis une journée d'exclusion à l'élève qui a été violente verbalement, parce qu'il fallait lui faire comprendre que c'était une violence. Et bien sûr, on a mis une semaine d'exclusion à l'élève qui a été violente physiquement, parce qu'il faut faire comprendre aussi aux élèves qu'il y a un différent degré de gravité entre la violence verbale et la violence physique. Voilà l'importance qu'il y a à traiter jusqu'au bout. On a vu qu'on avait fait le travail d'éducation jusqu'au bout, puisque on s'est aperçu que les élèves ont gagné en maturité chacune de leur côté et on n'a plus eu de problème entre elles deux. Juste en conclusion, avant qu'on prenne la pause et qu'on passe aux questions, je voudrais simplement rappeler que dans notre métier, qu'on le veuille ou non, il y a une part d'éducation aujourd'hui. C'est vrai que la part la plus importante revient aux parents, mais aujourd'hui, on a une part d'éducation. Ça prend du temps, mais c'est passionnant. Pour terminer, je voulais, à l'heure où la fonction de conseiller principal d'éducation est remise en cause d'une manière assez inquiétante, je voulais souligner l'importance qu'il y a du travail des CPE et l'utilité immense qu'il y a pour nous à bien travailler avec les CPE, à expliquer ce qui s'est passé en classe, à chercher des solutions avec les CPE, à voir l'élève avec le CPE qui joue un rôle d'arbitre. C'est fondamental. Voilà, je vous remercie pour votre temps. Merci. Beaucoup pour vos deux exposés. Je voulais demander à Sébastien, qui nous a donné un certain nombre de petites pistes pour la pratique de la classe. Je pense que le point le plus important qui a été défini là, c'est casser un peu le silence par rapport à la difficulté dans laquelle on peut être. Et on comprend bien que c'est quelque chose qui est bien à l'usage des nouveaux enseignants, mais les anciens ne sont pas à l'abri de difficultés et ne sont pas forcément plus enclins à partager avec les autres les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, peut-être moins encore. Donc ça, c'était un premier point que je voulais souligner. Est-ce que vous avez une fiche technique sur l'utilisation du tableau dans une classe difficile? Parce que, ça a été en partie immortalisé par la comique Anne Roumanoff. Est-ce que vous avez, vous, des précisions à nous apporter sur ça? Bien, alors je vous rejoins déjà tout à fait pour ce qui est du dialogue. Là, on a beaucoup parlé du dialogue avec les élèves, mais c'est tout aussi important le dialogue entre nous. Et là, un exemple qui me vient, c'était une fois où justement vous parlez de l'utilisation du tableau dans votre deuxième point. Quand je suis rentré chez moi, je me suis aperçu que j'avais plein d'encre sur le pantalon et la chemise. Donc un élève m'avait baptisé au stylo à encre. Et on se sent vraiment humilié quand ça arrive, surtout que la proviseure à l'époque m'avait dit « mais vous reprenez vos cours, monsieur Clerc, je ne sais pas si on saura qui, mais vous prenez, c'est tout ». Et je me sentais vraiment humilié face à cette classe de savoir qu'il y en a une qui m'avait fait ça, Et ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est déjà j'ai lancé une enquête parce que je pense qu'il vaut toujours mieux dans ces cas-là une enquête plutôt que laisser croire aux gamins qu'il n'y a eu aucune réaction de la communauté d'adultes, de façon à ce qu'ils puissent se dire là c'est passé, la prochaine fois ça passera peut-être pas parce qu'il y a eu enquête, il y a réaction. Mais ce qui m'a sauvé, c'est justement que j'en ai parlé dans la salle des profs et j'ai dit je me sens humilié avec cette classe. Et c'est un collègue qui avait un meilleur rapport que moi avec la classe. Ça ne s'explique pas. En fonction des classes, il y a une alchimie particulière qui fait que ça fonctionne ou ça fonctionne moins bien. Et c'est un collègue qui avait un meilleur rapport que moi avec la classe qui a fait parler la déléguée en fin de classe. En fait, c'est grâce au fait que j'en ai discuté avec tous les collègues et grâce à ce collègue
collègues donc. En fin de cours, il a demandé à la déléguée, bon alors c'était qui pour Monsieur Clerc, et l'élève lui a lâché le nom. On a pu faire le travail, bon je me suis fait payer le pressing, enfin c'était symbolique aussi, mais on a pu faire le travail d'éducation, l'élève a demandé pardon, etc. Et puis moi je me sentais moins humilié. Donc l'importance immense qu'il y a à discuter, à reconnaître que des difficultés, nous en avons tous. On fait un métier qui est peut-être l'un des plus utiles de la République, il ne faut pas se voiler la face, hein, mais il y a un certain nombre... Enfin, je sais qu'il y a eu une époque où quand on disait qu'on était prof, on nous disait « Ah ouais, t'es un feignant ». Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous dit plus trop ça. On dit « Ah, je voudrais pas être à ta place, hein, c'est dur aujourd'hui ». Bon, on reconnaît la difficulté. Entre nous, il faut qu'on admette nos... Moi, à chaque fois que j'ai été chahuté, à chaque fois que j'ai eu du mal, vraiment, j'ai senti l'utilité déjà de faire soupape auprès des collègues, et puis d'aller à la recherche de solutions par esprit d'équipe, on est plus intelligent. Sur l'utilisation du tableau, les pistes, c'est, pour reprendre Anne Romanoff, c'est rester le plus possible en face des élèves avec l'utilisation du rétroprojecteur, du vidéoprojecteur quand c'est possible, qui est très efficace. Ensuite, c'est le rapport qu'on va instaurer avec ces élèves. Là, cette année, j'ai 5 classes, dont 3 sont très difficiles, et je me retourne régulièrement vers le tableau. Je n'ai pas eu encore de projectiles ou bon, ça arrive de temps en temps. La dernière fois que c'est arrivé, c'est un chewing-gum qui a été balancé alors que j'étais tourné vers le tableau. J'ai demandé à la professeure principale les numéros de téléphone des élèves et le soir j'ai appelé des élèves chez eux parce qu'encore une fois, je pense que quand on ne sait pas, il vaut mieux lancer une enquête, même si à la fin on ne sait pas, mais avoir montré qu'il y a eu une réaction. Et là, en l'occurrence, j'ai réussi à savoir, c'est-à-dire j'ai annoncé aux élèves que je leur garantissais l'anonymat complet, que je ne voulais pas faire une sanction grave, je voulais 1 heure de colle seulement pour la personne qui l'a fait. Mon but, c'était de marquer le coup parce qu'il valait mieux mettre une sanction pas grave que pas de sanction du tout et qu'on ne sache pas qui l'a fait. Et que mon but, c'était de continuer à travailler avec eux d'une manière sympa et puis qu'on puisse se servir du tableau, que j'ai pas à tout dicter. Et 2 élèves m'ont lâché un nom qui, au passage, n'était pas le nom de l'élève que je soupçonnais. Ça m'a donné une leçon aussi de modestie. Mais le lendemain, j'ai pu dire à l'élève, je sais que c'est vous pour le chewing-gum, donc je vais vous mettre 1 heure de colle. Et l'élève... d'ailleurs s'est comporté d'une manière exemplaire cette année-là et l'année suivante. Il a démarré à 8 en français, il terminait à 14 avec ses rédactions. Et je me souviens d'une fois où il m'avait aidé, un élève ne voulait pas se déplacer parce qu'il bavardait, je lui avais demandé de venir tout devant, il ne voulait pas se déplacer et il avait dit « Monsieur Clerc, il lâche pas le morceau ». Donc il m'avait même été utile par rapport. Donc voilà, c'est l'essentiel pour pouvoir utiliser le tableau. Quand on n'a pas la chance d'avoir un vidéoprojecteur comme c'est le cas dans mon établissement, enfin on n'en a pas suffisamment, l'essentiel pour pouvoir l'utiliser, c'est le rapport, c'est le curseur entre sévérité et chaleur humaine, sympathie, qui va faire que les élèves n'auront pas envie tout simplement de perturber le cours. C'est être le moins chiant possible aussi, c'est-à-dire que je m'aperçois aussi que quand il m'est arrivé quelque chose dans un cours, c'est plutôt un cours où moi-même je me disais je suis un peu chiant là, c'est pas terrible ce que j'ai préparé, mais on peut pas être au top tout le temps, mais je veux dire c'est aussi en soignant nos cours qu'on donne moins envie aux élèves de se rebeller. C'est des pistes, il n'y a pas évidemment de solution miracle, mis à part la caméra vers les élèves, ce qui n'est pas souhaitable. Moi, juste un commentaire, parce que c'est à partir d'expériences étrangères, c'est que premièrement, il faut accélérer le passage à l'usage du PowerPoint, parce que le PowerPoint évite de se tourner vers le tableau, et d'autre part, c'est une manière de fixer l'attention très dogmatiquement, très catégoriquement, qui marche très très bien. Et la deuxième chose, j'y pensais en regardant, c'est vrai que le tableau noir, il est devenu blanc maintenant, mais c'est une séquelle, c'est d'un passé où les élèves étaient sages et attentifs, etc. Et je crois qu'autant que possible, il faudrait le remplacer par le paperboard, le tréteau avec des feuilles de papier qui est à côté là, je veux dire, et on peut écrire en n'étant pas complètement tourné. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les séminaires d'entreprise, parce qu'il ne faut pas croire, les chefs d'entreprise, etc., sont pas forcément plus attentifs que les élèves. Et c'est vrai que si vous vous tournez là-bas, vous êtes en position de vulnérabilité, ou en tout cas, indépendamment de la vulnérabilité, de rupture de communication. Pour de bon, vous rompez la communication. Donc il faut absolument la maintenir. Les professeurs souffrent aussi d'inspecteurs et d'IUFM qui apprennent à gérer un tableau. Oui, mais... À droite, au milieu, on doit au fur et à mesure du cours.
Non, mais justement, si nous faisons maintenant cette offre de formation, c'est parce que peut-être tout n'est pas donné dans les IUFM comme ça. Bon, peut-être que il y a d'autres. Alors allons-y. Moi, je respectais quand même un peu la hiérarchie. Moi, c'était par rapport au rapport. Parlez bien au micro pour qu'on Bon, moi, c'était par rapport au rapport. Et il y avait en fait deux questions, c'était le rapport et puis le respect. Alors, faire un cours, moi, sur le respect, moi, je trouve que ça s'apprend tous les jours, dès le début, le premier jour. Déjà, ils ne s'assoient pas sans notre autorisation, déjà. Toutes les classes, leur dire bonjour, au revoir et bon week-end. Et à force de leur répéter, ça vient. Moi, quand je les vois, je leur dis bonjour et ça vient régulièrement. Mais pas faire un cours. Moi, je ne me vois pas faire un cours sur le respect, ça se vient. Par rapport, nous, on est professeurs de communication bureautique. On apprend les registres de langage. Donc, nous, on n'est pas professeurs comme vous, mais enfin bon, de français. Mais on apprend, donc on fait des exercices dessus. Donc, je trouve, nous, que ça va dans le, dans le cours. En ce qui concerne les rapports, moi, ce qui m'a un peu étonnée, c'est quand vous dites « je fais des feuilles avec des rapports ». Moi, les rapports, c'est vraiment l'ultime sanction. C'est-à-dire que moi, les rapports, je ne prépare pas à l'avance. Ça ne me viendrait même pas l'idée d'en préparer à l'avance. Ça doit être vraiment... Moi, c'est quand je n'en peux plus, ça a été pour moi quelque chose de grave. Parce que je trouve que si on donne plein de rapports, le jeune, il va dire... Bah, allez-y, donnez-moi un rapport, c'est pas grave. Il faut que ça soit vraiment quelque chose, une punition... la plus dure, quoi. Et le fait de préparer des rapports, ça m'a un petit peu choquée. Quand vous dites je prépare des feuilles de rapport, etc., et je vais marquer quelque chose. Non, moi j'essaye, quand il y a un souci, c'est vraiment on essaye de dialoguer. Quand je vois que ça va pas du tout, etc., je lui demande de se calmer 5 minutes. Moi, je le mets à la porte des fois. Je le mets dans la porte 5 minutes dans le couloir pour qu'il se calme. Après qu'il revient. Si j'arrive pas à entamer un dialogue et ça va continuer, là je vais faire un rapport. Mais c'est vraiment l'ultime, vraiment à la fin, quoi. Parce que sinon je pense que ça n'a aucune utilité, le rapport. Parce qu'ils en collectionnent. Il faut vraiment que ça soit à l'extrême. Voilà. C'est ce que... D'accord, bah je vous remercie. J'ai bien insisté en intro sur le fait qu'il n'y a pas de technique valable pour tout le monde suivant les tempéraments, etc. Après, je pense au titre d'un film très sympa, Whatever Works, c'est-à-dire l'important c'est que ça marche. Si ça marche bien comme ça dans la discussion avec les élèves, tant mieux. Maintenant, à titre personnel, c'est vrai que les rapports, je les utilise. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre eux, je ne les transmets à ma collègue CPE que pour information, pour nourrir le dossier en quelque sorte. Je fais une photocopie, etc. Bon, mais par exemple pour la classe dont je suis professeur principal, je demande aux collègues de faire des rapports et de les mettre dans mon casier. Je pense que il y a cette déviance dont vous parlez où l'élève se dit bon, vous faites un rapport, un de plus, un de moins, quand les rapports ne sont pas traités. Systématiquement, les rapports, moi je demande à voir l'élève avec la CPE, avec le CPE, où je mets une sanction à l'élève et j'exige une lettre de demande d'excuse, où je demande à voir les parents, donc je les traite. Et donc les photocopies des rapports pour la classe dont je suis professeur principal, je les mets dans un classeur qui est disponible dans mon casier, qui est toujours ouvert, ce qui me permet quand je reçois un parent, pour faire le travail éducatif, ce qui me permet d'éviter de dire dans le flou, bah, votre enfant est assez perturbateur, etc. Non. Le mercredi 14 octobre, de 10h30 à 12h15, avec monsieur Untel, voilà ce qui s'est passé précisément. Le jeudi tant avec madame Untel, voilà ce qui s'est passé précisément. Et du coup, on peut faire le travail éducatif sur des choses précises, reprendre par rapport aux mots précis qui ont été utilisés par l'élève. C'est utile déjà pour que l'élève reconnaisse sa faute et pour l'aider à grandir. Alors, votre technique fonctionne certainement très bien, hein, et encore une fois, whatever works, mais cette façon de faire, je peux vous assurer que mes élèves ne se sentent pas au final brimés, écrasés, humiliés par les rapports. On sait qu'en plus, ils disparaissent après une année, hein, et tant mieux. Mais ça les aide à grandir. C'est un appui pour le travail éducatif. Moi, je vais plutôt revenir sur la partie théorique qui vous rejoint.
En DECF, on a une unité de valeur qui s'appelait OGE, Organisation et Gestion dans l'entreprise, et on parlait du pouvoir et de la manière dont il s'exerce dans l'entreprise. Et de mémoire, ça me revient comme ça, je l'ai noté là maintenant comme ça, autorité et contrainte. Que ce soit dans l'armée, l'église, la famille, dans la classe, l'autorité, c'est quoi? C'est à qui s'applique l'autorité, les personnes à qui s'applique l'autorité adhèrent et reconnaissent la légitimité de l'autorité. Ils prennent plaisir à perdre une part de leur libre arbitre, sinon on est dans la contrainte, de mémoire. Voilà. Ça rejoint une partie de... Oui, tout à fait, parce que si vous voulez, parce que je ne sais pas si on peut être enregistré, mais souvent, une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a commencé ces séances, c'est parce qu'il y a des professeurs qui identifiaient autorité et contrainte. Je veux dire, la première fois qu'on a fait ce séminaire, c'était devant un grand ville, pour ne pas le citer, et il y avait des professeurs qui étaient très confus, si vous voulez, sur l'autorité. Entre autorité, séduction, manipulation, contrainte, ils ne voyaient pas les différences. C'est vrai que l'autorité, c'est un consentement à l'autorité. Il ne peut pas y avoir d'autorité avec violence. C'est vrai, il peut y avoir automatisme, il peut y avoir violence, et quelquefois, encore une fois, je ne l'exclus pas du tout du processus social et du processus politique, mais la plupart du temps, les choses marchent parce qu'il y a une autorité qui est acceptée et consentie. Alors, les raisons pour lesquelles elle est consentie, c'est là où il faut aussi être subtil, c'est-à-dire qu'elle peut être consentie parce qu'on respecte la personne, on respecte son savoir. Vous savez, dans les grandes organisations techniques, c'est quand même le type le plus compétent qui, en général, va être respecté et va avoir de l'autorité. Je veux dire, parce que c'est lui qui sait, un bon capitaine de navire ou un bon pilote d'avion, c'est un lui auquel on va se soumettre parce que c'est quand même lui qui connaît le mieux l'affaire. Mais il peut y avoir aussi acceptation de l'autorité parce qu'il y a des récompenses, ou qu'il y a des sanctions. Une sanction peut être positive ou négative, et je dirais qu'une sanction, c'est pas la violence non plus. Sanction, c'est une manière de faire fonctionner, d'appliquer Quand les gens n'adhèrent pas à un processus ou ça ne peut être ensuite la réponse, qu'on a dit le rapport, oui, mais c'est la contrainte. Oui, mais alors là, je dirais que là, ça serait ça serait très intéressant à développer, parce que vous pouvez aussi, quand les gens n'adhèrent pas, vous pouvez aussi vous demander jusqu'où ils doivent adhérer. Moi, c'est une question que je traite très souvent à propos des relations dans les entreprises, parce que figurez-vous qu'on demande sur moi, le toute adhésion aux valeurs de l'entreprise des années 80-90, je n'y crois pas. Parce que les gens passent en fait sur 40 ans de leur vie professionnelle, en temps réel, ils passent 8 ans dans l'entreprise, parce qu'ils dorment, ils vont marcher, ils ont des loisirs, ils ont des vacances. Donc demander aux gens d'avoir pour seule valeur les valeurs de l'entreprise, ou les valeurs du lycée, je veux dire, le prof, il doit avoir les valeurs de la communauté éducative, mais quand il est plus prof, Dieu merci, il faut quand même pas qu'il fasse le prof toute la journée. Je veux dire, voilà, vous voyez. Donc là aussi, il faut discuter sur, je dirais, les espaces d'adhésion. Les espaces d'adhésion. Et je dirais qu'une analyse, je dirais, sensée et intelligente, fine, permet de trancher beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Voilà. Oui, moi je voudrais revenir sur les rapports dont discutait ma collègue. Vous aviez l'air de dire que vous rédigiez vos rapports pendant la classe en citant directement vis-à-vis des élèves. C'est ça ? Alors, ça dépend de situation. J'ai dit que quand précisément un élève est insolent, je ne rédige pas le rapport en fait. Simplement, je lui fais savoir que je prends note précisément des mots que l'élève utilise. Ça lui fait comprendre que tout ce qu'il pourra dire pourra être retourné contre lui, contre elle, selon la formule consacrée. Sinon, évidemment, je ne rédige pas mon rapport en plein cours, parce que je pense à m'occuper du groupe, en fait, pendant le cours. Donc, j'attends que le cours soit terminé. Au-delà de ça, comme moi, quand j'ai pratiqué la même chose, en fait, ça a rarement eu pour effet, en fait, de calmer la personne en question. Ça a plutôt eu tendance à envenimer les choses. C'est-à-dire que quand j'ai dit à l'élève, bon, que tu as bien dit ceci, etc., je note. En général, il va rajouter quelque chose. Je dis, bon, d'accord, ok. Mais sinon, encore autre chose. Voilà. Et là, on s'en sort pas et ça envenime les choses. Et là, l'élève dépasse encore plus les bornes. Quoi. Alors, j'ai précisé qu'il y a deux cas. C'est-à-dire quand on sent qu'un élève est vraiment sorti de ses gonds et dit quelque chose d'extrêmement grave ou carrément fait une menace. Là, j'ai bien précisé,
ce qu'il y a d'important, c'est de ne pas jeter de l'huile sur le feu et de verbaliser. Par contre, il faut quand même verbaliser. Ce que vous venez de dire ou de faire est grave. On en reparlera. Voilà. Ne pas parler de sanctions, effectivement, ne pas jeter de l'huile sur le feu quand on sent. Mais ça, c'est psychologique. C'est-à-dire, on sent si un élève est vraiment sur le point est en train de se dire, de toute façon, j'ai plus rien à perdre maintenant. Ou là, effectivement, et on en revient au cours calmement. D'ailleurs, on s'aperçoit que souvent, un élève qui s'est permis quelque chose d'extrêmement grave, quand on en revient au cours en ralentissant le débit de parole pour calmer un peu la classe, souvent l'élève se couche sur sa table comme si il avait déployé de l'énergie pour cette soupape et après, bon, évidemment, il ne faut pas y revenir en disant « et puis vous sortez un stylo et vous travaillez » dans ces cas-là, surtout pas. Hein. Donc là, il faut temporiser et c'est après qu'on fait tout le travail éducatif. Ce que j'ai expliqué par rapport à cette élève qui a été insolente, là j'ai senti qu'elle était dans un test gentil, entre guillemets, vous êtes un bouffon, j'ai senti qu'elle n'était pas complètement sortie de ses gonds. Et je vous rejoins tout à fait, sinon de lui dire que j'étais en train de rédiger le rapport, ça aurait été dangereux pour moi. Ouais. Moi, je vais mettre un petit grain de sel, là, parce que je suis spécialiste de la violence par ailleurs. Claire a dit une chose tout à fait juste, il ne faut jamais que les gens se sentent acculés dans le coin. Donc, il faut toujours qu'il y ait soit une porte de sortie honorable, soit un espace encore de liberté, aussi bien pour l'élève que pour vous. C'est la base chez Sun Tzu, ça. Voilà, c'est ça. Il faut absolument être pas coincé, parce que effectivement, quand les gens sont coincés, comme les animaux, si vous coincez un chat dans un coin, il peut être très dangereux. Donc il faut faire très attention à ça. Moi, une chose que j'ai jamais eu à faire à ça, heureusement, dans mes départements de philo, mais quand les gens vous disent par provocation des conneries de philosophiques énormes, sur le moment, si vous voulez, ça fait bataille de coqs ou heuristique, etc. En revanche, si au cours suivant, vous dites, au moment où les gens rentrent, vous dites donc vous, l'autre jour, vous avez une drôle de connerie philosophiquement, et vous revenez sur l'incident, un peu, je pense, comme la même chose, je veux dire, à froid et au calme. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Entre adultes, oui. Non, mais même avec des ados. Même avec des ados, parce qu'ils peuvent, on le prend au sérieux, on prend froidement quelque chose qu'ils ont dit et qui tenait pas debout, en disant non mais vous vous rendez compte ce que vous avez dit à froid et quand ils n'ont plus leur public, c'est-à-dire après. Là, oui, et c'est vrai qu'on est parfois surpris. Le comportement est radicalement différent. On va avoir enfin des excuses. Pardon, allez-y. Quand vous parlez d'excuses tout à l'heure, souvent vous avez dit que vous demandiez des excuses. L'offense est publique. Est-ce que vous demandez que la réparation soit publique aussi? Alors, je crois qu'il faut accepter, comme je disais, que l'éducation, ça prend du temps et que c'est progressif. Et sentir où un élève en est dans son processus de croissance, au sens moral. Et je sais que chez certains élèves, si j'attends que les excuses soient publiques, je ne les aurai jamais. Donc, je préfère avoir des excuses par écrit, où il a été obligé de faire une démarche, plus l'exercice que j'ai demandé, il a été obligé de faire une démarche pour être réintégré au cours, plutôt que de m'enfermer dans une situation où je les aurai jamais. Si je sens que je suis en mesure de les avoir, je réclame une demande d'excuses en public. Mais si je sens que je vous donne un autre exemple, c'était un élève qui m'avait bousculé dans les escaliers, qui était très très dur. On savait que cet élève vraiment, il venait d'un ancien conseil de discipline. Bon, et la collègue qui avait cet élève en cours lui dit tu t'excuses auprès de Monsieur Clerc. Et bon, on a eu beaucoup de mal à ce que l'élève me présente des excuses et finalement il a lâché excusez-moi. Et là ma collègue dit excusez-moi monsieur. Bon, et on sentait que l'élève était sur le point d'exploser. Je pense qu'il faut accepter que l'éducation c'est progressif. Et être aussi réaliste par rapport à ça. Vous pensez qu'il serait possible de pouvoir dire en pleine classe, sur merci, j'ai bien reçu ta lettre d'excuse. Ah oui, c'est pas mal, oui. Ouais, de montrer, ouais, c'est pas mal. Même si dans les clauses, j'ai bien reçu ta lettre d'excuse. Ouais, on fait un travail éducatif pour les autres aussi, là, ouais. Allez-y. Est-ce que vous tutoyez vos élèves et qu'est-ce que vous pensez du fait de tutoyer les élèves? Et j'ai une deuxième question, est-ce que vous utilisez un contrat de classe? Un contrat de classe. Alors, personnellement, je vous vois mes élèves. Bon, que ça aide à leur faire comprendre qu'on n'est pas copains. Ceci dit, je sais qu'un certain nombre de collègues qui tutoient leurs élèves leur font comprendre autrement qu'ils les respectent
et qu'ils ne sont pas copains avec leurs élèves. Donc là-dessus, vraiment, l'important c'est de le faire comme on le sent. Il n'y a pas de règle absolue en matière. Je ne dirais pas, personnellement, j'utilise le vouvoiement, mais je ne dirais pas que le vouvoiement est préférable au tutoiement. Sur la question du contrat de classe, non. Mais je suis très preneur de personnes qui utilisent un contrat de classe pour échanger sur cette question. Ce qui m'apparaît, c'est que les règles essentielles, c'est-à-dire on écoute le professeur et ses camarades en cours, on ne bavarde pas, par exemple, ça ne se met pas sur un contrat, c'est faussé parce que c'est comme ça. Là, on est dans la position où l'adulte dit ça, c'est pas du négociable. Bon. En revanche, j'ai le système de la note de sérieux, c'est-à-dire que, mais c'est pas un contrat, quoi. C'est-à-dire c'est moi qui leur donne le barème de ma note de sérieux. Elle est coefficient 2, elle influe, comme je donne une quinzaine de notes par trimestre en français, elle influe de 1,5 point, 2 points sur la moyenne, donc ça les motive à faire attention. Et le barème de ma note de sérieux qui sert un peu de contrat, mais sauf que c'est moi qui l'ai fixé. J'exige que ça soit la première feuille sous pochette transparente dans leur classeur et je vérifie à chaque heure. Donc ça sert un peu de contrat entre guillemets. Et ce que j'ai fait à quelques reprises, quand la classe dont je suis professeur principal est en conflit ouvert avec un collègue, une collègue, c'est un tableau d'amélioration professeur et élève qui a plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire, il y a deux colonnes, une colonne amélioration du professeur, une colonne amélioration des élèves. Alors, je précise bien aux élèves que les règles, c'est de nommer personne, ni un camarade, ni un professeur, de se respecter mutuellement, qu'on respecte plus que jamais la règle de lever la main pour prendre la parole. Et j'ai obtenu des choses très intéressantes comme ça. Par exemple, c'est venu d'une élève très perturbatrice, dans la colonne amélioration des professeurs, être plus autoritaire. Et c'est intéressant, ça montre à quel point ils ont besoin de cadre aussi et ils le demandent. Vous utilisez, vous, le contrat avec vos élèves ? Avec les classes de première et seconde. Oui. Que vous construisez avec eux sur la première séance, c'est ça ? Hein. Et après, vous le tapez pour leur donner et que chacun ait... On fait un tableau avec deux colonnes. Moi, juste un grain de sel, je ne suis pas pour le tu. D'accord. Parce que dans une langue, il y a il y a tu et vous, c'est un choix vraiment très précis de distance de relation de mettre le tu. En espagnol, moi je tutoie tout le monde, hein, parce que même le roi vous tutoie le roi. Hein, je veux dire. Donc, ou alors du votre grâce ou stead, et bon, ça c'est du document administratif. Mais, votre grâce pour le prof, ça serait pas... Exactement. Donc moi je pense qu'il faut, dans une langue avec les deux possibilités, il faut faire très attention dans le choix du tu. Justement, sur ce que vous venez de dire, moi je suis d'accord avec vous, il y a donc deux choix, il y a le tu et le vous, donc pourquoi ne pas en profiter ? Vous c'est pour le professeur, tu c'est pour l'élève. Donc moi quand je tutoie, je leur montre que c'est une forme de... Oui. Non, parce que ça insiste trop sur... non, je crois qu'il faut mettre la bonne distance entre l'élève et le prof. Alors... Et justement, je pense que c'est des choses qu'il faut leur moi, je trouve juste que ce que vous venez de dire, c'est une manière... C'est une manière intelligente de faire comprendre, ce dont je parlais tout à l'heure, l'inégalité pédagogique. Donc ça se défend tout à fait. Encore une fois, c'est pas... Autre question. Où est le micro là ? Qui a, monsieur le professeur, peut-être ? Dans la classe, Oui, c'est une question qui est plus pour le philosophe, en rapport tout à l'heure avec la notion de respect. C'est un peu le thème central de l'après-midi aussi, le respect. Vous nous avez dit tout à l'heure que la notion de respect différait selon qu'on soit élève ou qu'on soit professeur. Et le mot respect est quelque chose qui revient sans arrêt dans la bouche des élèves. Est-ce que vous pouvez expliciter cette différence de notion de respect entre élèves et professeurs ? Oui, il faudrait faire un autre module là-dessus, hein, parce que c'est très compliqué, mais la manière dont les jeunes gens aujourd'hui utilisent le mot respect, ça veut dire en fait reconnais-moi,
et reconnais-moi dans mon individualité, je dirais presque fermée, en quelque sorte. Hein. J'exige le respect, respecte-moi, calcule-moi, en quelque sorte. Parce que c'est très chargé d'ailleurs en termes de violence, demande de respect, parce que ces gens, on ne nous reconnaît pas, on ne nous voit pas, on ne nous calcule pas, ce qui n'est pas forcément vrai, hein, mais je veux dire que c'est comme ça qu'ils le vivent. Or, le respect, dans le sens où nous le donnons entre personnes, si vous voulez, c'est une notion. D'abord, il y a une réciprocité. Moi, ce qui me frappe dans la demande de respect des jeunes, souvent, c'est que respecte-moi, mais moi, je ne me sens pas obligé de te respecter. Reconnais-moi, calcule-moi, c'est tout ce que je te demande, et y compris, je m'impose pour avoir ce respect. Bon, je parle un peu sous votre contrôle, parce que, je veux dire, j'ai moins de relations très directes avec les jeunes. En revanche, c'est difficile de leur faire comprendre que la notion de respect, c'est là où il faut toute une sorte de pédagogie. Je dirais pas une pédagogie pour les élèves, hein, plutôt une pédagogie d'abord pour les profs. Il ne faut pas se laisser prendre au piège de cette notion simplifiée et simpliste de respect, leur rappeler que le respect, c'était quelque chose qui témoigne d'une relation de réciprocité entre des personnes qui se valorisent pour leurs qualités humaines. Ces qualités humaines étant autonomie, sens de la responsabilité, sens de la liberté, capacité d'initiative, etc. Et que donc, c'est pas simplement une reconnaissance unilatérale. De manière générale, ce qui me frappe dans la société actuelle, si vous voulez, alors là je parle bien au-delà des classes, hein, c'est parce que ça vaut très largement aussi pour les classes dirigeantes, c'est que les gens ont de moins en moins tendance à se mettre dans une situation de réciprocité. Ils énoncent leur désir de reconnaissance, et puis c'est tout, ça leur suffit. Hein. Mais que les gens d'en face soient prêts à accepter leur désir ou le reconnaissent comme justifié, d'une certaine manière, ils n'en ont rien à fiche. Hein. L'autre jour, je lisais un titre du Monde, Charlotte Gainsbourg, j'avais envie de chanter sur scène. Bon, elle peut se poser la question, est-ce qu'on a envie de l'entendre sur scène? Oui, ça peut être une question. M. Jo Yandel, qui est un ministre, qui est candidat au régional et puis ministre, j'avais envie des deux. Il dit, pourtant c'est quelqu'un de bien, j'avais envie des deux. Ils énoncent leur désir, mais sans se demander si ce désir correspond à une reconnaissance par autrui, si vous voulez. Et c'est de plus en plus comme ça. Donc en fait, nos jeunes ne sont pas particulièrement pervers. Hein. C'est dans l'esprit du temps, cette absence de réciprocité, de difficulté à se mettre à la place d'autrui. Or, la notion de respect implique justement qu'il y ait un échange, qu'il y ait une réciprocité. On ne peut pas respecter quelqu'un sans qu'il vous respecte aussi, et sans qu'il soit respectable aussi. Donc c'est là que ça demande toute une analyse de raffinement des sentiments. Mais alors là, je dirais que ça s'apprend. C'est ce que vous avez dit très justement tout à l'heure, c'est vous, hein, au bout du respect, vous avez parlé de respect tout à l'heure, mais en disant que ça ne s'apprend pas, ça s'apprend pratiquement, je dirais, dans les usages, dans les relations. Et c'est par exemple, c'est dans ce sens que je mets le tu et le vous dans cette affaire. Le vous met une distance. C'est pour ça que je serais contre votre... Vous me dites vous et je te dis tu, je suis contre. Ça crée une asymétrie. Alors ce qui est intéressant, il est bien évident qu'il y a une asymétrie pédagogique, mais ce qui est important, c'est de montrer aussi qu'entre personnes, il y a une symétrie. Oui, il y a une réciprocité entre personnes. Donc vous me parlez, vous me parlez. À partir de là, néanmoins, c'est moi le prof. C'est vrai, je reviens sur cette notion de respect, excusez-moi, c'était par rapport au tu, ça c'est quelque chose qui nous revient de temps en temps, l'élève qui a été tutoyé par le professeur ne me respecte pas. Alors c'est à nous d'expliquer là, effectivement, qu'on est dans une discipline, et que c'est normal, parce que le professeur, d'abord, est le professeur, l'élève est l'élève. En collège, je tutoyais les élèves, en lycée, effectivement, je les vous vois, pour d'autres raisons, parce qu'ils sont plus grands. Oui, en collège, je les tutoyais, mais bien sûr. En revanche, oui, dans l'apprentissage de la vie de la vie d'une entreprise, les collègues vont se voyer. Un autre argument pour le tu, c'est aussi, vous êtes enseignant, vous êtes la plupart en âge d'avoir des enfants qui sont aussi à l'école ou au lycée, vous tutoyez vos enfants, vous n'avez pas tutoyé vos enfants. Bon, donc il y a aussi ce rapport parent-enfant que les enseignants, surtout les enseignants d'un certain âge, peuvent avoir avec des élèves. Oui, mais le rapport parent-enfant, c'est pas le rapport pédagogique. Et c'est accepté, c'est accepté par les élèves. Je crois que ce qui est important, c'est la façon dont les choses sont ressenties. Si le tutoiement n'est pas naturel, que l'élève sent qu'on le tutoie pour essayer de le rabaisser, ça va mal passer. Si on tutoie parce que c'est naturel, parce que
l'inconvénient qui risque d'arriver, qui arrive parfois, c'est certains élèves, je pense à une certaine Elissa qui est passée en conseil de discipline dernièrement, elle accepte tout à fait qu'on la tutoie, à condition qu'elle puisse tutoyer la personne qui est en face d'elle. Et ça, je n'accepte pas. Oui, et à ce moment-là, on comprend très bien qu'elle n'accepte pas ce manque de réciprocité. Là, je pense que vous perdez une arme de positionnement de la relation. Non, parce que mes élèves, dès la première heure de cours, je leur dis que je vais les tutoyer et qu'ils pourront m'appeler monsieur et que quand ils auront leur diplôme, ils auront le droit de m'appeler maître vénéré. Oui, par contre, je leur dis bien que si un jour je commence à les vous voyer, là, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose qui se sera cassé. Je connais M. Bottineau depuis longtemps, on se tutoie, nous avons des rapports hiérarchiques. Si un jour il m'appelle dans le bureau en me disant Monsieur Desarnaud, viens me voir. D'accord. Bon, on est quoi. D'accord. Si tout d'un coup il se vous voyez, c'est quelque chose qui va pas. Avec mes élèves, c'est pareil, je les tutoie. Si tout d'un coup je dis Monsieur, venez me voir, l'élève n'est pas du tout à l'aise, et il a raison. Mais je vous répondrai que là, vous entrez dans la subtilité des relations des gens qui ont déjà une grande expérience. Là... Oui, moi je voulais... Je voulais revenir sur l'histoire du respect, parce qu'effectivement, quand vous faisiez votre présentation, j'avais noté effectivement le respect, ça ne doit pas être pris pour une soumission, et il ne faut pas que ce soit aussi, motivé par la peur. Bien souvent, les élèves, en début d'année, je constate que quand on parle des règles de vie en classe, de la façon de respecter le cadre, tout de suite, il y a une espèce de rejet, parce qu'ils ont l'impression qu'on est à l'armée, on va être dans un cadre hyper strict et qu'ils vont en perdre, ils vont être en prison, ils vont en perdre, la face, quoi. C'est presque une question d'orgueil. Donc, je trouve que c'est très important de les rassurer pour leur dire simplement que moi, je me porte garante de leur réussite et que si je mets en place un certain nombre un cadre avec un certain nombre de règles contre les bavardages, contre une attitude, une gestuelle qui est peu conforme avec le travail, je m'étale sur ma chaise, je dors sur mon sac, je sors mon portable, c'est pas parce que je veux imposer d'une façon autoritaire et arbitraire ma loi, c'est parce que cette loi, ce cadre, il est au service d'un bien-être en classe. Alors ça, c'est pas facile, parce que si j'ai constaté, parfois quand je leur dis, bon, allez, un peu plus de silence, on ne s'entend pas. Mais madame, nous, on aime bien bavarder. Mais madame, c'est sympa quand on discute entre nous. Je dis oui, discuter quand il s'agit d'un dialogue sur le cours, oui. Bavarder sur d'autres sujets, non. Mais madame, nous, ça nous angoisse. J'ai même une élève qui m'a dit, moi, ça m'angoisse quand il y a trop de silence dans la classe. Ah oui, alors c'est ça. Vous disiez, la discipline, c'est de mettre en place un ordre, mais avec des codes. Mais nos élèves n'ont pas les mêmes codes que nous. Pour eux... C'est vrai que tout à l'heure, vous disiez que les élèves nous disent, il faut me respecter, il faut me calculer. Alors, de temps en temps, nous on fait un reproche à un élève, vous pourrez me respecter un petit peu. Mais je vous respecte, je vous calcule deux fois. Alors, là-dessus, si comme vous disiez tout à l'heure, si on dit silence, ça ne marche pas. Par contre, si on dit, j'ai des choses importantes à vous dire, attention, un tel parle, le silence, respecte ton camarade à la limite, là ça va être justifié et ça va rentrer dans l'ordre. Donc tout ça pour dire qu'effectivement le respect trop autoritaire va être rejeté. Par contre, eu égard à notre mission d'instruction, d'éducation, les amener vers la réussite, là, et bien peu à peu le cadre va mieux être perçu et accepté, quoi. Bon, là, je vous réponds pas, mais je fais juste. Je vous renvoie à la présentation que je vous ai donnée sur la discipline. J'ai chaque fois dit, on a une discipline parce qu'on doit avoir une synergie de groupe. Et une synergie de groupe, et peut-être qu'ils comprendront pas la notion de synergie, mais il y a des tas de manières de faire comprendre à un groupe qu'il y a une synergie de groupe et que le silence est une des conditions. Et je reviens sur une chose qu'a dit Sébastien Clair, parce que moi je le vois tout le temps, ça, dans tous les publics qu'on a, c'est que c'est vrai qu'une personne, par exemple, qui pose une question, en général, elle pose la question parce qu'elle l'intéresse, ou bien pour faire le pitre, ça peut arriver aussi pour un public, mais elle a une question qui l'intéresse. Les autres ne s'intéressent pas à la question puisque c'est sa question, à lui. Je veux dire, et là, je crois qu'il est extrêmement important de dire, moi je le faisais avec mes gamins, mes collégiens, c'est de dire, attendez, arrêtez. D'abord, tu te lèves pour poser ta question, parce que ta question, elle intéresse tout le monde,
hein, et que d'autre part la réponse intéresse tout le monde. Mais ça, il faut le leur apprendre, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une société, les gens disent, faites la queue à la poste, enfin, on ne peut plus faire la queue à la poste, parce que les bureaux sont devenus très flexibles, mais vous faites, et quelqu'un passe devant, pose une question, il n'y a que lui qui s'intéresse à sa question, il n'y a que lui qui s'intéresse à la réponse. Non, c'est pas ça. Et c'est là où, justement, il faut faire comprendre qu'un minimum de discipline collective est indispensable à la synergie, moi j'appelle ça synergie, c'est-à-dire au fonctionnement profitable pour tout le monde de la chose. Donc c'est comme ça qu'il faut expliquer que c'est pas une question de crainte, c'est une question d'opérationnalité. Et si on veut que ça marche, il faut que les gens respectent ces règles du jeu. Et je crois qu'au début, beaucoup de choses se jouent au début, hein, quand on prend les bonnes habitudes, il faut répéter. Il faut répéter inlassablement. À la limite, moi j'imaginais une chose, parce que quand les gens vous répondent, nous on s'en fiche, le bruit, etc., vous faites une expérience, vous leur faites écouter un CD avec un CD de musique ou d'un enregistrement très très brouillé, et vous leur demandez ce qu'ils entendent. Voilà. Parce que ce qu'ils n'entendent pas entre eux, peut-être qu'ils l'entendront sur la machine. On est toujours sur ça, pour respecter, il faut adhérer. Oui, mais pour adhérer, il faut partager, il faut partager un certain nombre de valeurs. Or, ces valeurs, vous ne pouvez pas faire partager toutes les valeurs à tout le monde, sinon ça serait terrifiant. Et il faut identifier les valeurs sur lesquelles, minimalement, on demande aux gens d'adhérer. Voilà. Et donc, il faut identifier les points sur lesquels on va demander aux gens l'adhésion, en essayant de leur montrer quel est l'intérêt d'adhérer. Alors, si je peux me permettre, excusez-moi, et puis on vous laisse la parole juste après, de mettre mon grain de sel, comme vous disiez. Tout à fait d'accord avec le fait que c'est faux de dire que justifier la règle, c'est faire perdre de la force à la règle. Je crois qu'il faut justifier la règle, rappeler que toutes les règles sont là pour la réussite aux élèves, c'est très important. Maintenant, là où je ne vous suis pas tout à fait, et c'est peut-être par rapport au type de classe que nous avons dans mon lycée, c'est que je crois qu'à un moment donné, l'éducation passe par une certaine contrainte. C'est-à-dire, quand je décide dans une classe de mettre en place un plan de classe, je sais que la première séance où je vais mettre en place le plan de classe sera pire que les autres, parce que mes élèves vont vouloir me faire comprendre que ça n'était pas la bonne solution. En revanche, moi je sais très bien, depuis 10 ans que je pratique le plan de classe, que très rapidement, ça va devenir un outil très important pour permettre aux élèves d'échanger entre eux, de suivre en cours, etc. Et je pense à la remarque d'une gamine qui me disait dans les couloirs, Monsieur Clair, reprenez-nous, vous au moins vous nous teniez. Les élèves attendent que nous ayons le courage pédagogique de faire respecter des règles, y compris parfois par des sanctions. Parce que quand je pense à la classe qui, justement, dans l'obscurité totale, la semaine dernière, a jeté des œufs à un collègue, avec cette classe, on ne va pas se contenter de discuter. Bon alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer chez nous pour que vous ne nous jetiez pas des œufs à la figure? Non, c'est inadmissible. Des sanctions vont tomber. On mène une enquête. C'est le conseil de discipline qui est encouru. Il arrive un moment, ils ont besoin, quand ils ont franchi une ligne blanche importante, d'entendre. Parce que vous parlez d'angoisse par rapport à la règle. Les psychanalystes disent qu'il n'y a rien de plus angoissant pour un enfant que de ne pas avoir de règles. Mais loin de moi l'idée de pas faire avoir un cadre. Oui, d'accord. Par contre, je pense que c'est important de leur dire que c'est pas par autoritarisme. Ah, d'accord. Alors on est d'accord. Mais il y a parfois la remarque, on est en démocratie. En démocratie, il y a des règles simplement, et il y a une hiérarchie en démocratie. Sauf qu'elles ont été discutées par tous. Tout à fait. Voilà, dans l'intérêt général. Oui, c'était la remarque que je voulais faire. Bon, l'avantage d'être plus âgé, c'est que ça m'a permis, comme à quelques autres, de voir passer différentes thèses et différentes modes comme au niveau de la pédagogie et de la tenue de la classe. Et je m'interroge quand même, à la suite des interventions là, sur pour l'élève, d'accord, mais pour l'élève, mais avec l'élève, c'est quelque chose qui est un petit peu passé, c'était au centre des préoccupations des uns et des autres il y a un certain nombre d'années, et c'est un peu passé. Je pense que peut-être c'est pas le même type d'élèves, mais il faut quand même pas oublier qu'on a affaire malgré tout à de jeunes adultes, même si c'est en devenir, mais ils sont quand même aussi de jeunes adultes dans les lycées professionnels, et un certain nombre de règles seraient peut-être mieux consenties
est mieux appliquée par eux s'ils y avaient été associés. On disait autrefois rédaction du règlement intérieur, par exemple, avec des élèves ou leurs délégués, rédaction du contrat de vie collective, même, c'était une appellation plus douce, et avec les élèves ou leurs représentants. C'est toujours le cas, hein, les élèves participent à la rédaction du règlement intérieur, ils sont là au conseil d'administration. Lorsque l'on discute avec les élèves des éléments, si jamais on leur dit, bon, le portable en classe, vous élèves, on vous donne son droit de téléphoner en classe, n'importe quoi. Ah bah non, on téléphone pas en classe. Non, mais ça, justement, je suis pas sûre. Je suis pas moi aussi. Ils sont souvent d'accord. Bon, effectivement, ne pas fumer à l'intérieur du lycée. Ah ben non, on devrait pouvoir fumer dans la cour. Non, mais ça, c'est pas une règle que nous vous imposons. La loi prévaut sur le règlement, hein, de toute façon. Donc, quand on dit ça, à la fin, ils s'aperçoivent, oui, le règlement, c'est ça. Alors, on peut jouer sur la casquette, mais bon, si on leur parle de caméra. Je pense qu'ici, nous sommes très clairs. C'est vrai qu'on est quand même très carré ici au lycée sur le règlement, sur un certain nombre de points. Il y a des choses qui sont négociées avec les élèves, avec les délégués élèves, dans le cadre du conseil de l'UICN, du conseil d'administration. L'année dernière, les élèves allaient négocier la sortie du lycée midi parce que nous, on ne sortait pas midi ici. Ici, on rentre, on ne ressort pas. Les élèves avaient négocié, les pensionnaires avaient réussi à négocier une autorisation de sortie pour aller fumer à l'extérieur. Voilà. Mais c'est vrai que le cadre, on a un cadre, et le cadre est globalement respecté par nos élèves. Il est expliqué aussi. Je crois que, tout comme la sanction, ça doit être expliqué. Une sanction bien comprise, c'est d'abord une sanction bien expliquée. La sanction fait partie du travail éducatif, du travail du professeur. Quand on tient la classe, je parle de sanction au sens général du terme. La sanction fait partie du travail éducatif. Un enfant a fait une bêtise, on va lui taper sur le doigt, on va lui dire c'est pas bien ce que tu as fait. Voilà. Un élève n'a pas fait son travail, et ben oui, il est fini. Après, je reviens sur le plan réglementaire, oui, il y a sanctions et punitions. La punition, c'est ce que les professeurs peuvent faire. La sanction, les sanctions disciplinaires, c'est le proviseur, c'est la direction qui prend les sanctions. Les sanctions disciplinaires, qui, je rappelle, sont les exclusions temporaires de l'établissement. Après, vous voyez, si dans le lycée, soit qu'on a un fonctionnement un peu particulier, moi je vise tous les rapports faits par les professeurs. Avec les punitions qui ont été données, et sur certains rapports, j'en rajoute un. Et quand j'estime que c'est effectivement très grave parce qu'un professeur a été insulté ou menacé, là, effectivement, il y a une sanction disciplinaire qui tombe, on doit passer de discipline. On en discute aussi. Mais je reçois les élèves qu'on met à la porte, par exemple, même si une sanction temporaire nous applique encore, je reçois, on a un débriefing avec l'élève, et j'aime bien quand l'élève sort du lycée en disant merci, au revoir monsieur. Donc, c'est que la sanction a été acceptée et comprise. Et ça, c'est vraiment un grand pas. Il n'y a rien de pire pour un gamin que l'injustice, avoir reçu une sanction qu'il n'estime pas juste. Donc il y a aussi tout un travail d'explication à faire. Évidemment, les élèves, vous avez sorti du cours parce qu'ils ont cassé les pieds, c'est injuste, c'est la faute du professeur qui n'a pas été sympa avec eux. Bon, c'est toujours comme ça. Après, les élèves, on leur dit, écoutez, ce qui s'est passé pendant le cours, vous allez écrire, vous allez mettre noir sur blanc ce qui s'est passé d'après vous. Et ça commence par le professeur a tort, et la lettre, en général, on a je m'excuse. Ça, c'est un grand classique, parce que le fait de poser le crayon et de réfléchir, oui, réfléchir à ce qui s'est passé. Bon, on en revient sur l'autorité, oui, l'autoritarisme, non. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, juste avant votre question, si vous me permettez, moi j'ai un problème avec, alors bon, elle est très utile cette distinction punition, les sanctions, c'est le chef d'établissement qui peut les donner, et les punitions, parce que je trouve que le mot punir, il est connoté aussi différemment du mot sanctionner. Punir, c'est un peu, il y a qu'une autorité un peu écrasante qui, met une punition, qui impose, etc. Alors que le mot sanction, il y a un peu un rapport avec la loi. Et moi, ça me pose problème d'utiliser le mot punition dans le cas de ce que nous avons le droit de décider directement ou avec le CPE. Et en plus, je trouve ça un peu ridicule de dire à un élève je vais vous punir. Je parle toujours de sanction devant le mot punition me paraît. Oui, dans les instructions officielles, je sais bien. Quand je dirigeais l'école des Beaux-Arts, j'avais un élève qui est devenu un artiste connu, qui était passablement masochiste et qui disait toujours monsieur le directeur, punissez-moi. À la fin, il est arrivé, mais il a vraiment désiré. Il faut aller jusqu'au bout, monsieur Michaud, il faut nous dire qui c'est. Excusez-nous.
Pour rebondir là sur punition-sanction, c'est un petit peu la même chose de toute façon dans la tête des élèves. Donc c'est vrai que se poser la question à l'IUFM ou entre gens qui réfléchissent sur ce genre de choses, c'est bien, effectivement, ça nous fait réfléchir sur nos pratiques, mais au final, quand on est face aux élèves, ça donne le même résultat. Hein. Pour eux, le résultat est le même, malheureusement. Et par contre, ma question, c'était plus sur... vous avez laissé sous-entendre que vous aviez une méthode miracle pour que quand on fasse l'appel, il n'y ait pas de bruit. Et donc, si vous avez effectivement la recette magique, je prends. Ouais. Non, j'ai bien précisé en introduction qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein. Voilà. Donc, par rapport à l'appel, je sais que certains collègues font faire l'appel par un élève qui est l'élève le plus perturbateur de la classe, tout en ayant un contrôle, parce que l'appel, c'est quelque chose de... c'est vraiment une exigence par rapport à nous, donc il ne faut pas se tromper là-dessus. En fait, ce que j'utilise et qui m'apparaît assez efficace, donc, je vous ai dit que je mets une note de sérieux à mes élèves, qui a un 20 coefficient 2 en début d'année, et puis s'ils veulent conserver le 20 intact, ils ont le barème. Et le deuxième point de ce barème, parce que ça me semble très très important, juste après écouter ses camarades, ne pas bavarder, le deuxième point dans le barème, c'est soigner le début de l'heure, être silencieux, sortir rapidement ses affaires, etc. Ce qui fait que je fais l'appel en même temps que je repère dans ma grille qui me sert pour la note de sérieux, début positif ou début négatif. Par exemple, Laetitia... elle est en train de bavarder, elle n'a pas entendu son nom, début négatif, etc. Et les élèves sont habitués à faire attention parce qu'ils savent que c'est l'instant où les points par rapport au début positif, début négatif sont donnés. Donc ça me permet de faire l'appel dans le silence et d'utiliser, de renverser en fait l'aspect chahutogène de l'appel pour en faire au contraire un instant où les élèves sont motivés à se calmer. N'oublie pas, dès la fin de l'appel. Comment ? Dès la fin de l'appel, je saute sur mon rétroprojecteur pour balancer le document cheval de Troie et hop. le truc, hein. J'avais... Donc j'en ai pas parlé, mais j'ai démarré une séance sur l'imprimerie la semaine dernière et comme document cheval de Troie, j'ai pris un livre du XVIIIe siècle. Donc je leur ai montré au début, il y a l'année en chiffres romains, 1764, et puis avec approbation du roi, puisqu'à l'époque il y avait la censure, et je leur ai proposé de se faire passer le livre, et puis ils ont de remarquer que les lettres étaient en relief, avec l'imprimerie sous forme de presse au début. Et puis on a pu introduire rapidement, justement pour éviter le bavardage après l'appel, je démarre tout de suite avec quelque chose d'un peu percutant pour capter leur curiosité intellectuelle, quoi. Quand il se passe le livre, il n'y a pas eu du tout de bavardage. Quand il se passait le livre, non, parce que j'ai embrayé immédiatement avec des questions qui se posaient sur l'objet. Non, honnêtement, ça s'est bien passé, ouais. Une équation, ça sera ça. J'ai essayé une fois de commencer le cours avec une grosse formule en disant vous, elle est vilaine, on va s'en servir, mais ça n'a pas marché. Vous enseignez en mathématiques, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres... Ça me fait penser à deux cours que j'ai eu la chance d'observer en mathématiques sur le tableau des valeurs croissantes et décroissantes. Donc c'est un tableau dans lequel il y a une colonne où on additionne des chiffres et l'autre colonne où on soustrait les chiffres en partant du total. Et en fait, le premier collègue a expliqué les choses comme telles à la classe, ça s'est mal passé. Et le deuxième collègue s'est servi en fait des préoccupations des élèves. C'était une classe de sanitaire et social, donc des élèves qui voulaient plutôt travailler avec les enfants. Et il a commencé par leur dire vous avez peut-être déjà observé que les enfants aiment bien jeter leurs jouets quand un adulte le ramasse. Ils jettent le jouet par caprice. Bon, alors on imagine un enfant qui est dans son parc, il y a un certain nombre de jouets dans le parc, et il jette les jouets du parc pendant que sa grande sœur remet les jouets dans le parc. Et on va calculer combien de jouets il reste dans le parc. Et là, ça s'est bien passé, quoi. Les élèves ont suivi. Donc, en humanisant, souvent, on obtient de meilleurs résultats que parce qu'il faut leur montrer que l'humain est derrière tout, même derrière les mathématiques. Y a-t-il encore des questions? C'est toujours théorique, moi. Il y avait une chanteuse qui chantait il y a quelques années « Ce n'est pas l'école qui m'a guidé mes codes ». Est-ce qu'on peut mesurer l'impact d'une... Guider mes codes. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact d'une telle chanson sur
la discipline à l'école. Ah bah figurez-vous que moi, alors en tant que philosophe, c'est une de mes grandes préoccupations. Si j'avais une vie plus longue, j'ai toujours rêvé de faire une étude philosophique sur le contenu des paroles des chansons. Parce qu'on dit que c'est toujours des conneries et que ça n'a aucun intérêt, et je pense que ça structure très profondément les croyances de tout un chacun. En termes d'amour, en termes de tristesse, en termes de codes sociaux, ça structure. Simplement, on n'y fait jamais attention, sérieusement, et je connais très peu d'études sur la question. Bon, simplement, c'est pas mon champ de travail, et je ne vais pas me reconvertir maintenant là-dedans. Mais c'est vrai que je considère que les contenus des paroles, y compris les contenus les plus cucus, sont fondamentaux dans la formation des habitudes sociales, des croyances, des modes de sensibilité, etc. Parce que dans l'inconscient collectif des jeunes qui ont écouté cette chanson, ça doit jouer quand même quelque part. Bon, alors le problème, si vous voulez, c'est qu'aussi, je dirais que là, il faut avoir un point de vue très réaliste, c'est que dans l'ancien temps, le mien par exemple, il y avait l'école et la famille. L'école et la famille, il n'y avait rien d'autre entre. Il n'y avait pas de loisirs, il n'y avait pas de divertissement, il n'y avait pas d'argent de poche, il n'y avait rien. Je veux dire. Donc l'école, elle vous donnait, et la famille vous donnait les codes, et puis l'école. Bon, aujourd'hui, il y a l'école, il y a le monde extérieur, il y a le monde virtuel, et puis il y a un petit peu la famille. Donc pour ce qui est de la compétition des codes, c'est notre problème principal, c'est qu'on est face à des codes qui sont extrêmement... On a des modes d'influence, des formes d'influence qui sont très différentes. Moi je dis toujours, par exemple, je vais vous faire sauter en l'air, mais ça sera bien puisque c'est la fin, je suis pour par exemple la suppression de l'enseignement de l'histoire et de la géo dans les classes élémentaires. Pourquoi? Parce que j'ai vu avec mes collégiens, c'est qu'aujourd'hui, quand on leur parle de l'histoire à des collégiens, ils n'ont aucun rapport à l'histoire et au passé, sinon à travers la BD et le jeu vidéo. Ce qui fait que Conan le barbare, ils connaissent beaucoup mieux que Jésus-Christ, Louis XIII, Louis XIV et tout ça. Et que pour leur faire comprendre ce que c'est qu'un énoncé historique, mais c'est la croix et la bannière. Et j'ai interrogé les profs d'histoire de collège qui m'ont dit, alors ils ne partagent pas leurs soucis avec leurs collègues, mais qui m'ont dit, mais c'est absolument désastreux, ils ne comprennent absolument rien à ce qu'on leur raconte, parce qu'ils sont sous l'influence des BD, de ce qu'ils voient sur Internet et des jeux vidéo. C'est comme ça qu'ils ont rapport à l'histoire. Donc en fait, moi je pensais, je l'ai vu dans une émission de télé, il vaudrait beaucoup mieux apprendre aux enfants ce que c'est qu'un énoncé historique, comment on l'établit, qu'est-ce que c'est qu'une archive, qu'est-ce que c'est qu'un témoignage, etc., plutôt que de leur déverser dessus des tas d'énoncés historiques qui pour eux sont totalement flottants, si vous voulez. Et les profs vous disent souvent, dans les collèges, ils vous disent, ce qui passe encore mieux, c'est l'Égypte et la Grèce et Rome. Parce que là, il y a de l'archéologie, il y a de la ruine. Mais Louis XIV, qu'est-ce qu'ils savent sur le rapport à Louis XIV? Il y a des statues de temps en temps. Voilà. Oui, mais Versailles, pour eux, c'est un Disney. C'est pas Louis XIV. Versailles, c'est un Disney. D'ailleurs, en fait, c'est ce qu'on en fait. Bon, je crois que... vous avez encore une question? Non? Il y a encore une question? Bon, s'il n'y a plus de questions... Peur de se faire lyncher. Non, mais alors justement, c'est pour ça que je vous dis, peut-être qu'on va arrêter, parce que ce qu'on nous propose, normalement, dans ce qu'on a mis en place, parce qu'on a quand même des chiffres derrière la tête, ce qu'on a mis en place, il y a l'idée que ça pourrait se faire en 2 sessions. C'est-à-dire une aujourd'hui, et puis une autre dans 3 mois, si vous voulez, pour voir quel effet ça vous a fait, comment vous réagissez. Elle pourrait être plus courte, la session de la deuxième, parce qu'il n'y a pas forcément besoin, ou bien que vous énonciez des demandes spécifiques. Oui, par email, on peut... Qu'est-ce que il y a l'email, il y a tout ça, vous pouvez écrire à l'Université de tous les savoirs, vous faire passer ça par le proviseur. Qu'est-ce que vous voudriez voir traité de manière complémentaire, pas forcément en 3 heures, je veux dire, dans une seconde session. Entre-temps, il y aura eu votre évaluation. C'est pour ça qu'il y a des questions qui vont survenir, ou des contre-propositions. C'est ce qu'on vous propose. Mais ça, ça dépend de vous. Je veux dire, si vous voulez ou si vous voulez pas. Donc, je crois qu'on peut peut-être lever la session. Je vous remercie effectivement. Merci.